Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre Fortune, qui est jardinier botaniste au Jardin botanique de Lyon. Vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et Spotify. Bonjour Pierre Fortune. Bonjour. Bonjour Pierre Fortune, bienvenue dans le podcast. Merci de nous donner ton temps aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est cool. Est-ce qu'on peut commencer cette interview par nous expliquer un peu où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a derrière nous? Ouais, alors aujourd'hui on est sur les pelouses devant la grande serre du Jardin botanique de Lyon, donc qui est la plus haute du jardin et la plus ancienne, qui est donc composée de un dôme principal qui a été pendant longtemps l'une des serres les plus hautes de France. 2 dômes annexes et 2 serres sur les côtés avec la serre froide et la serre chaude sur les extrémités. Et à l'intérieur, on a la plante la plus vieille du jardin, qui a aux alentours de 300-400 ans à peu près, qui est un cycas dans la serre des Pandanus. Et à l'intérieur, des palmiers géants, l'arbre du voyageur, des bananiers géants, avocats, voilà, beaucoup de choses et tropical, 100%. 100%, ouais. La plus vieille plante, elle a été prise quelque part pour l'emmener ici ou ça fait 300-400... Non, ça fait pas 300-400 ans qu'elle est là. Ça fait pas 300 ans qu'elle est là. En fait, c'est un âge estimé à entre 300 et 400 ans parce que c'est une plante qui pousse déjà très lentement. C'est un cycas, donc c'est une plante un peu préhistorique qui pousse vraiment très très lentement. Cousin éloigné des palmiers, si on peut dire. Et en fait, elle a été arrachée en nature il y a très longtemps, puis plantée dans les serres, mais du coup, avant d'être plantée, donc il y a 60 ans à peu près, ouais, même plus, elle avait déjà 300 ans. Donc voilà, ça en fait la première plante qui a été plantée dans les serres quasiment, et la plante la plus ancienne en termes d'âge, quoi. D'accord. Donc toi, ton titre, c'est jardinier botaniste. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les nuances avec ces termes? Alors, jardinier botaniste, c'est pas un jardinier et c'est pas un botaniste, c'est l'association des deux. Donc en gros, dans mon métier, j'ai les compétences de jardinier, donc de terrain, je sais planter, semer, bouturer, greffer, je connais les plantes et la culture. Et le côté botaniste, donc c'est le côté recherche scientifique dans les livres, sur l'ordi, sur le terrain. C'est connaître la plante, mais connaître où elle pousse, comment elle pousse, avec qui, parce que c'est important aussi. Étude du climat, du sol, de l'eau, du biotope général. Donc c'est le côté jardinier un peu plus scientifique, quoi, grosso modo. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles au CERF ? J'ai commencé en tant que stagiaire quand j'étais en bac, donc c'était il y a à peu près 5 ans pour mon premier stage. J'en ai fait 2 ou 3 des stages ici. Et quand j'étais petit, je suis déjà venu ici avec mes parents et j'ai dit à ma mère, c'est ici que je veux travailler. Ah ouais, tu savais déjà à la base. Aujourd'hui, j'y suis, donc voilà, c'est quelque chose qui me marque quand même. J'ai fait ensuite un apprentissage pendant 1 an, quand j'étais en études de jardinier botaniste justement. Et j'ai enchaîné avec 6 mois de CDD, puis 6 autres mois, et ensuite j'ai été titularisé en juin de l'année dernière. Ok, donc c'est très récent. Donc c'est relativement récent. Ça fait à peu près 5 ans que je traîne par ici, mais je suis titulaire depuis un peu plus d'1 an, en gros. Ok. C'est marrant ce petit souvenir du fait que quand tu étais petit, tu voulais déjà travailler ici. Ouais, et c'était précisément dans la serre où je suis aujourd'hui. Parce qu'on a, dans le complexe de serres, il y a des serres ouvertes au public et des serres privées qui sont fermées par une porte vitrée. Et c'était devant l'une des serres où je travaille aujourd'hui, où je regardais devant la vitre en enlevant la buée et je disais « Ah, c'est ici que je veux travailler, quoi. Je rêve de travailler ici. » Tu penses qu'est-ce qui t'a accroché quand tu étais petit pour te dire que tu allais travailler dans cette serre ? La magie du tropical. Tout est luxuriant, tout pousse tout le temps. Il n'y a pas vraiment de saison creuse, même si en hiver ça ralentit un peu. Tout est exubérant, merveilleux. Les plus belles floraisons du règne végétal, elles sont, pour moi, tropicales. Avec les plus grandes inflorescences, les plus petites, les plus grandes fleurs du monde, les plus petites. Voilà, c'est... Et ce potentiel illimité. Et les portes fermées. Ouais, qui donne envie de les ouvrir. Le côté, voilà, tu dis, on voit beaucoup de choses, mais ça veut dire que s'il y a des portes fermées, il y a encore plus derrière. Ouais, c'est clair. Voilà, ça... Tu savais, est-ce que c'était ton premier souvenir végétal ? Tu te souviens de ton premier souvenir végétal ? Ouais, mais il est même pas... il est pas terrible, c'est...
Alors j'habite à la ferme, mon père est vigneron, donc c'est très certainement que ça a aussi lancé dans cette direction. Quand j'étais petit, ma mère m'a demandé de planter des bulbes, mais classiques, hein, des tulipes ou des trucs comme ça, et j'avais pas envie, et j'avais tout balancé sous la haie. J'avais jeté les bulbes sous la haie. Voilà, c'est mon premier souvenir marquant sur le végétal. Donc tu vois, il est pas, ça présage rien de bon, et puis finalement je suis là quand même. T'avais pas envie de J'avais travailler? pas envie, Ça te saoulait? ça me plaisait, mais pas qu'on me le demande de le faire. Enfin bon, c'est quand on est jeune, quoi. Ouais. Et où je me suis quand même rapidement orienté dans le végétal, et après j'ai pu quitter, quoi. T'étais quel genre d'enfant quand t'étais petit, toi? Malade? Malade? Ouais, j'ai eu beaucoup de petits problèmes de santé, de l'eczéma, des problèmes aux oreilles. J'ai beaucoup pleuré, mais un enfant sympa sinon. Et j'ai toujours été dans les fleurs. Enfin, j'ai toujours été émerveillé par le côté animal et végétal, quoi. D'aussi loin que ma mère s'en souvienne. Ok, t'aimais bien les bouquins, t'aimais bien les documentaires que tu voyais à la télé par rapport à ça? J'ai toujours détesté lire. En revanche, les livres que j'avais, c'était bourré d'images et j'avais déjà des livres de plantes. Et j'ai commencé très tôt avec les flores des Alpes, notamment parce que j'allais en vacances tous les ans avec mes parents dans les Alpes. Et du coup, j'achetais tous les ans, on m'achetait un petit livre, les flores plantes alpines. Et je m'amusais, puis après ça a dégénéré. Est-ce que tu as commencé une collection quand tu étais jeune? J'ai commencé à vraiment collectionner quand j'ai commencé mon bac en production horticole. Et j'ai commencé sur les plantes succulentes. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais des fiches que j'imprimais moi-même, des images de Google Images, où je mettais nom, genre, espèce, famille, nom commun. Et j'avais un mur rempli de ça, avec que des plantes succulentes et des plantes grasses, que j'ai toujours aujourd'hui, hein. Il y en a que j'ai depuis... ça fait 15 ans que j'ai certaines de mes plantes et elles sont toujours là. Mais mon premier amour, c'était plutôt désertique, ouais, étonnamment. Ok, désertique. Et tu étais déjà allé dans un endroit désertique, justement, pour observer ces plantes? Non. Le premier voyage date d'il n'y a pas si longtemps que ça, hein. D'accord. Donc ton père est vigneron. Ouais. Tu n'habites pas à Lyon, c'est ça, Non. ce qui me semble. Et ta maman, elle fait quoi dans la... Elle est en invalidité. D'accord. Elle était nounou avant. Mhm. Et là, elle est en invalidité longue durée. Donc, Ok. elle aide mon papa à la maison. Ok. Donc toi, après c'est déjà pas mal. Oui, oui, tout à fait. Toi, tu as passé ton bac, Ouais. et ensuite tu as voulu... Donc c'était un bac pro? Bac pro, production horticole, ouais, Ok, que j'ai fait en MFR, donc maison familiale rurale, d'accord. en apprentissage. C'est quoi la MFR? Je ne connais pas. C'est des centres de formation qui, de mon ressenti à moi, placent l'élève plus humainement. Les profs ne sont pas des profs, c'est des éducateurs. Il y a un lien qui est plus fort entre les élèves et les éducateurs. C'est plus petit, plus humain, je trouve. Maison familiale et rurale, c'est plus familial. Et moi, ça m'a fait aimer l'école. Ah ouais. C'est à tous les gens qui ont du mal à l'école, qui ne sont pas faits pour ça. Moi, j'étais pas fait pour ça. Je les envoie en maison familiale et rurale en permanence. D'accord. J'aimais aller à l'école à partir du moment où Grâce à j'étais ça. en MFR. Ouais. Et ça, pour le demander à ma mère, c'est énorme. Mais c'était à cause des profs ou c'était à cause... Que ça se passait bien? Qu'est-ce que t'aimais pas à l'école? Ah, le côté on est trop nombreux, les profs n'ont pas le temps. C'est pas partout pareil, hein, mais Ouais. c'était trop... mais ça manquait d'humain. Et j'aimais pas l'école. Et on m'a envoyé en formation continue. Donc école toute l'année. Ouais. Mais ça me va pas du tout. Quand un enfant te dit j'aime pas l'école, je veux toucher, je veux travailler, il faut l'envoyer en apprentissage. Ouais. Et j'ai commencé l'apprentissage en stage, en bac. Et Ok. depuis, et c'est là que j'ai tout appris, hein, Ouais, surtout. ouais. L'école a fait beaucoup, mais on apprend beaucoup au boulot, quoi. Et est-ce que tu peux me parler de cette formation? Jusqu'où ça t'a amené ton diplôme, il s'arrête jusqu'où? Alors j'ai fait mon bac pro là-bas, donc j'ai obtenu mon bac pro, donc c'est 3 ans. J'ai eu mon BEP aussi, parce que maintenant, à l'époque, ils donnaient le BEP au bout de 2 ans. Donc tu sortais, tu avais un BEP et un bac. Je ne sais plus si ça se fait encore. Mais tout a changé de nom en plus. Maintenant, Ouais, c'est métier du végétal, je crois. D'accord. Ça a encore changé de nom. Et pendant mes études, on apprend toutes les bases, multiplication, une plante, comment ça marche, photosynthèse, enfin voilà, vraiment la base. J'ai participé aux meilleurs apprentis de France, Ouais, grosse expérience. ça j'ai... ça. Ouais, ok. Pendant mes années de bac, donc extraordinaire, enfin j'ai adoré. Tu peux nous en parler?
Alors c'est Du début jusqu'à la... alors au début, les profs viennent nous voir. Oui, on nous propose d'inscrire certains de nos élèves aux meilleurs apprentis de France. Moi, personne connaissait, hein, à cet âge-là, personne connaît. Et non, pas envie. Et puis on commence. Et puis donc il y a des listes de plantes à apprendre. Il y en avait 300, je crois, la base, quoi. Enfin, c'est ce que tu apprends en bac. À la fin, tu en as 300. Là, tu avais 300 pour le concours. Il y avait des épreuves régionales, départementales, nationales. Les régionales, départementales, c'était reconnaissance des végétaux, reconnaissance des maladies, reconnaissance des ravageurs. C'était assez poussé, hein, quand même. Reconnaissance des... J'ai déjà tout dit. Il devait y avoir une épreuve de plantation, rempotage, de greffe, pas facile. Une épreuve d'arrosage, une épreuve de mise en culture. Enfin voilà, c'est plein d'épreuves sur la production horticole, ce que tu es amené à faire professionnellement. Et les nationaux, là c'est autre chose, c'est un autre niveau. Ça se passe à Angers, à Terra Botanica. Et en gros, on doit créer une œuvre sur une palette euro, de taille palette. On a des limites en termes de hauteur, de largeur. On a un sujet, là c'était au nom de la rose. C'était l'année de la rose. Et il fallait que mon œuvre soit autonome, sans aucune intervention humaine, pendant 3 mois, en plein été à Angers. Donc il fallait tout calculer. Rétention hydrique du terreau, mettre des hoyas, un paillage, lequel, le bon, mettre du rétenteur d'eau en plus dans le substrat, choisir des végétaux adaptés. Voilà, tout était ultra précis, pas de relier, tu pouvais pas être relié à l'eau. Voilà, c'était vraiment ultra précis. C'est vraiment très poussé. J'avais tenu compte des précipitations des années précédentes pour faire des moyennes. Pour anticiper. Et puis après, il faut le défendre, quoi, hein. Et j'ai eu la médaille d'or nationale. Donc c'était une sacrée expérience. Est-ce que tu participais avec d'autres personnes dans ta classe? En fait, toute la classe a été inscrite au départemental. Ça fait un premier tri et on n'était plus que 2 à aller aux nationaux. Et on a été tous les 2 médaillés d'or. C'était aussi très cool d'être médaillé avec ma collègue, parce que c'est les meilleurs apprentis. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. D'accord, donc c'est pas le meilleur, c'est pas de cette année, mais c'est et en fonction des, j'imagine, des points que tu gagnes sur tout le long de la compétition. Comme n'importe quel concours. Non, c'est que à la fin. Enfin, pendant les épreuves. Sélectionné jusqu'à la compétition nationale. Et aux nationaux, c'est ton oral et ton œuvre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis jury des meilleurs apprentis de France. Ah. Ouais, j'y retourne l'année prochaine. Donc tu l'as fait cette année? Je vais être jury l'année prochaine. D'accord. Ça date de 2017, moi, ma médaille. D'accord. Quand j'étais en fin de bac. Et je deviens jury, parce qu'ils ont besoin de jury tous les ans, hein, et ils prennent des anciens médaillés, et là, normalement, je vais y aller. Ouais. Et tu trouves que ça a changé quelque chose pour toi d'avoir cette médaille d'or? Ça a tout changé. Ouais, ça a tout changé. Déjà, j'ai pris confiance en moi. Ouais. Bon, il y a encore du travail, hein, mais ça m'a... En fait, je peux le faire. Et là, j'ai pu. Ça m'a beaucoup relié à mes parents, beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est moi qui ai passé le concours, mais c'est eux qui ont mangé un peu mon stress aussi. Donc, ils ont été là du début à la fin. Enfin, heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs. Et mon père m'a emmené à Angers. Ouais. Donc, c'est quand même les 6 heures de route en camion, loué, pour mettre le truc à l'arrière. Oh, punaise. Et puis, supporter quand j'étais sûrement insupportable, parce que quand on est stressé, voilà. Et même professionnellement, ça m'a ouvert... Et encore aujourd'hui, j'ai quand même une médaille nationale et c'est reconnu. Ouais. Donc voilà, plus la valeur du travail. J'ai passé des nuits blanches à faire mon dossier. Oui, mais parce que si personne le fait, si tu le fais pas, personne le fera parce que c'est pour toi. Donc ça m'a vraiment motivé à le faire et puis j'ai adoré ça. Et ça m'a relancé dans ma passion du végétal encore plus, à faire des recherches sur les terreaux. Ça m'a apporté un côté technique que j'avais pas avant sur le végétal, ça c'est sûr, mais aussi la technique autour. Ici, quand je suis arrivé à Lyon, on s'est beaucoup concerté sur quel type d'engrais, quel type de terreau, et ça c'est hyper intéressant et j'avais pas ça avant parce que on l'apprend à l'école, mais pas à ce point. Ouais, on s'en fiche plus ou moins de la terre, on veut les végétaux, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait... Et là, ça m'a obligé, parce que j'avais une exigence, que tout soit parfait, à étudier ça. Et en plus, le jour J de l'oral, on voit les œuvres des autres personnes. Nous, on avait notre sujet que je te dis là, il faut que ce soit beau à 360, il n'y a pas de branchement à l'eau, voilà. Et on voit des gens qui ont des œuvres avec un mur derrière. Donc on se dit, c'est pas beau à 360 du coup. Et d'autres, la plupart étaient reliés à l'eau.
pouvait être relié à l'eau. Donc on commence un peu à paniquer et en fait on apprend qu'il y avait eu un deuxième sujet plus facile parce que le premier avait été jugé trop compliqué. Et en fait on l'a pas eu. Et donc je suis arrivé devant le jury, je me suis décomposé. Je leur ai dit écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas eu le bon jeu. Enfin moi je commençais à... Pas le bon sujet, quoi. On n'a Ouais, pas eu le t'avais bon travaillé sujet, sur autre chose. En fait la dame elle me dit mais tout va bien, fais ton... Et en fait on a réussi malgré le sujet. Il y avait un rosier à greffer en plein été, pire moment pour le faire. C'est clair. J'avais greffé 56 rosiers. J'étais allé chercher les porte-greffes. Enfin, c'est vraiment une recherche. J'avais vu des rosieristes et tout. J'avais réussi à greffer mon rosier en plein été. Et on était les seuls à l'avoir fait, du coup. Donc, ça aussi, je me suis dit, putain, bah, tu l'as fait. Ouais. Et tu as fait au plus dur, quoi. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Est-ce que tu as une anecdote, à part celle-là c'est vrai que celle-là, elle est quand même assez incroyable. Enfin, il y a un changement de... mais une autre anecdote pendant tout ce concours, peut-être, qui t'a fait justement peut-être apprendre plus et te rendre compte que tu étais capable d'aller un peu plus loin. Parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu n'aies pas aimé l'école et que finalement, dans ce genre de compétition, pour devenir un peu le meilleur, là, tu t'es mis à fond, quoi. Ouais, puis c'est de l'apprentissage bête et méchant. Hein. La reconnaissance des végétaux, tout le monde a une manière d'apprendre différente, mais moi, j'écrivais, et je lisais. Ouais. Et j'avais mes photos, mon petit classeur, donc finalement, je détestais l'école et au final, j'ai fait des trucs... Ouais. J'ai pas eu de vie pendant... Bon, j'avais déjà... à l'époque, tu fais pas grand-chose, mais je faisais rien. J'étais sur mes listes tout le temps, quoi. Ouais. Donc après, en anecdote plus que ça, ce serait une anecdote quand j'étais jury. Parce que donc nous, on a eu cette exigence-là, du coup... moi, je me la suis mis. Et nos profs à l'époque nous l'ont mise aussi, et très bien d'ailleurs. Et quand j'ai été jury, il y a une élève qui arrive, elle présente son œuvre, c'était un autre thème complètement, et elle avait fait dans son œuvre un bassin hydroponique. L'hydroponie, c'est la culture des plantes sur l'eau, enfin grosso modo. Ouais, c'est les racines trempent dans l'eau. Directement dans l'eau. Avec des poissons, non, c'est pas ça? Eh bien justement, dans son œuvre, elle avait mis des poissons. Soit dit en passant, 3 poissons rouges dans 20 litres d'eau. Scandale déjà. Et elle nous dit oui, donc voilà l'hydroponie. Et en fait, c'est faux. C'est de l'aquaponie. Et ça, c'est quand moi j'ai fait remonter l'erreur le jour de la notation, on m'a dit ah non, mais il faut pas être exigeant comme ça. Et en fait, moi je sais que grâce à ce concours, aujourd'hui, je suis devenu exigeant à ce point-là. Et sur le jury, je leur ai dit, non, c'est pas le bon terme. Et on met pas autant de poissons dans... Ah si, c'est 30 litres par poisson. C'est pas vrai du tout. Donc... Ça dépend des poissons en plus, ça dépend. C'est faux. Enfin, un poisson rouge, c'est 100 litres minimum. Hein. Ça devient comme ça, un poisson rouge. Hein, donc il faut de l'eau. Hein. D'accord, ok. Et en fait, avec ce parcours-là, moi aujourd'hui, je suis devenu beaucoup plus exigeant et critique sur ce que je fais moi. Ouais. Et sur ce que je vois sur les réseaux ou ailleurs au travail. Est-ce que tu as commencé ton compte Instagram quand est-ce que tu l'as commencé d'ailleurs? Ça doit être 2016, je crois. 2016. Un truc dans le genre. Bientôt 10 ans. Ouais, oh mon Dieu. C'était à peu près en 2016, je crois, ouais. Ok. Et dessus, il y avait... Donc c'était un tout petit peu avant les médailles... C'était un peu avant, ouais. Et les premières photos, ça doit être des trucs que je faisais à la maison. Je crois qu'il y a la première fois où j'ai fait pousser du curcuma à la maison. Enfin, voilà, ça m'a fait rire. Il y a une photo de rose. Ouais, ça c'est drôle aussi. Une photo de rose arc-en-ciel. Quand on tape sur internet, on tape rose arc-en-ciel, on voit des photos retouchées, des roses couleur arc-en-ciel. Et déjà à l'époque, j'avais fait un post en disant ne croyez pas, écrit comme un gamin qui avait, je sais plus quel âge j'avais. Oui, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais c'est trop drôle parce que je le fais encore aujourd'hui. Et dans les premiers posts, il y a vraiment une photo d'une rose couleur arc-en-ciel où je dis non, mais ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà. Et puis après, il a continué, il a grandi. Ouais, parce que petit à petit. Tu as dû être constant quand même pour poster. Là, en utilisant ce compte Instagram, tu voulais vraiment partager en fait tes découvertes et partager ta passion. C'est ça. En fait, tout ce qui me passionnait d'apprendre en cours, ce que j'ai appris en cours, je me disais mais c'est trop bien. Enfin, c'est hyper intéressant. J'ai appris des trucs. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais je voulais absolument le montrer aux gens, quoi.
Quand j'ai fait mes premiers stages ici, j'ai découvert des plantes incroyables. La plante Dark Vador, ça a été dans mes premiers posts aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer la plante Dark Vador Il rapidement? faudra mettre une photo pour illustrer parce que ça va être compliqué de le décrire, mais il y a c'est une aristoloche, c'est le genre aristoloche. Il y a je sais pas, 600 espèces. Il y a une espèce tropicale, bon, ok, arbustif, bref, on s'en fout, qui fait des fleurs où c'est le masque de Dark Vador. Et on l'appelle la plante Dark Vador. C'est excellent. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et les gens voient ça nulle part ailleurs. Ouais. Donc, et du coup, ouais, j'ai commencé mon compte Insta en vraiment voulant montrer tout ce qu'il y a. Les fleurs de cette espèce, toutes les 600 Non, font. Non, de c'est celle-ci. juste de C'est celle-ci. uniquement Ok, celle-ci. ok. Il y en a qui ressemblent un petit peu, mais c'est surtout celle-ci. C'est surtout celle-ci. Ouais. Et elle est noire en plus ou Elle est couleur fleur qui pue, ce que j'appelle moi couleur fleur qui pue. C'est bordeaux, lit de vin, marron. Ok, je vois un peu le délire, ouais. Moi j'appelle ça fleur qui pue. Fleur qui pue. Et c'est vraiment systématique. Hein. C'est systématique d'avoir cette couleur. Les fleurs qui ont une couleur. Alors il y a forcément des exceptions. Mais Un peu la plupart carcasse. des. Ouais, bah c'est ça, c'est le but. Ouais. J'ai fait un de mes réels qui a le mieux marché. Ouais, c'est sur une aristoloche qui fait une fleur plus grande que ma tête, truc géant, qui pue la charogne. Ouais. Et c'est uniquement pour attirer les mouches et les insectes. Et elle a une couleur de cadavre. Quoi. Donc dès ce moment-là, je me suis dit, ah mais il faut que le grand public ait accès à ça. Alors c'est ouvert au public, mais le mettre en j'avais avant cette envie complètement. Putain, mais regardez ce qu'il y a, c'est trop bien. Mais j'ai le même engouement quand on est dans des jardins ou des choses comme ça, des trucs que je connais, et de le partager avec les gens avec qui je suis, ou tu vois, d'emmener mes parents, ma famille dans des jardins botaniques pour leur montrer à quel point c'est extraordinaire, quoi. On connaît rien. Déjà, même nous, il y a plein de choses qu'on a encore à découvrir, mais le grand public ne voit qu'1% de ce qu'on veut lui montrer. Et en fait, mais même dans les tilleuls, je vois un tilleul derrière nous, il y a des tilleuls avec des épines comme ça sur les feuilles qui résistent au gel. Oui. Il y en a un là-bas. Oui, je vois. Ouais. C'est trop bien. Et les gens connaissent pas parce que c'est pas. Il faut habituer son œil de toute façon aux petits détails comme ça aussi. Voilà, ça c'est. Il y a un proverbe je crois que c'est Alan Carr qui dit ça, c'est le botaniste, c'est celui qui insulte les plantes en latin. C'est vrai. Et c'est l'art de s'extasier sur rien. Ouais. Quand je suis à Madagascar ou en voyage, je suis insupportable parce que un brin d'herbe qui est pas le même que chez nous, je dis, oh, c'est quoi, on va savoir ce que c'est. Enfin, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'essaie de partager sur les réseaux. À quel moment ça a été un tout petit peu plus, professionnel ou ça prenait vraiment de l'ampleur ton compte? Est-ce que tu as des étapes un peu comme ça qui... Mon arrivée ici, Ton au jardin arrivée ici, botanique, ouais. parce que j'ai vu que ça intéressait et moi ça m'intéresse aussi, donc c'est là que ça a naturellement commencé à monter. Tu partageais quoi pour que ça monte autant? Que des photos. Que des photos, ouais. Que des photos. Je faisais des stories, je pense aussi à l'époque. Il faudrait les retrouver, mais surtout des photos que je faisais avec mon premier appareil photo. Donc c'était quand même des belles photos par rapport à ce que je postais avant au téléphone. Là, c'était vraiment des très belles photos. Et ouais, mon arrivée ici et le début des vidéos. Quand j'ai commencé à faire mes premiers réels, là, il y a eu un tournant aussi. Et depuis, j'ai pas arrêté. Mais ouais, je dirais arriver ici, puis arriver des vidéos. Et après, là, j'ai structuré un peu plus les choses où j'ai des formats qui reviennent. Mais sinon, c'est toujours la même spontanéité qu'avant, quoi. Ouais, ok. Je passe des fois 2 semaines sans poster. Bon, bah voilà, j'ai pas le temps. Enfin, je veux dire, mon métier, c'est pas l'influence. Ouais. J'ai jamais gagné d'argent avec Instagram, mais je n'en gagnerai jamais. Parce que tant que je suis à la fonction publique, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'interdiction du cumul d'emploi, ou en tout cas c'est très réglementé. Et donc je peux pas, même si je voulais faire une demande pour avoir des revenus sur les réseaux, le conflit d'intérêt était inévitable. Parce que mon contenu, il est sur le boulot. Donc okay. Instagram, c'est un passe-temps. Voilà. Ouais. Je gagne pas d'argent avec. Voilà. Je fais ça parce que j'aime ça. Ouais, mais moi je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que du coup tu as une grande constance. Moi je crois que j'ai regardé, tu as plus de 2000 posts. C'est possible. Ouais, tu as plus de 2000 posts. Tu as 20 000 abonnés, ce qui est quand même vraiment cool à voir. Et surtout, tu mets en avant ce métier trop cool de botaniste. Et je vois que tu postes très régulièrement. C'est hyper intéressant à chaque fois. Donc
je voulais te dire bravo par rapport à ça déjà. Merci, c'est gentil. Et j'espère que grâce à ce compte Instagram, un de ces jours, tu pourras te rémunérer autrement. Ou peut-être, tu vois, que ça t'apportera d'autres choses. Parce que c'est important d'avoir des gens qui éduquent sur la nature, sur toutes ces choses un peu incroyables. Donc, il y a des choses auxquelles j'essaie de réfléchir, mais c'est compliqué parce que, en fait, légalement, moi, je veux faire les choses pour le moment, légalement. Ouais. J'aime mon métier ici et je tiens à le garder le plus longtemps possible. Donc, je veux pas tout foutre en l'air. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter chez mes parents. Donc, je paie pas de loyer, je paie pas ou peu de nourriture. Donc, j'ai la chance aujourd'hui que mon salaire me suffise pour me dire bon bah attends, enfin voilà, c'est pas grave que je gagne pas d'argent avec Instagram, j'ai pas besoin, je suis hyper privilégié, enfin aujourd'hui je le sais, j'ai la chance d'avoir des parents qui me gardent à la maison, ça se passe bien, ce qui me permet de partir en voyage aussi et de rester ici parce que et c'est pour ça que je vis pas à Lyon non plus. Quels sont les avantages quand même d'avoir ce compte Instagram et d'être autant suivi? Alors ça ouvre des portes, hein. Ouais. Beaucoup de portes. Bon, la plupart des fêtes des plantes, je paie rarement l'entrée parce que je suis invité par la plupart. Alors il y a un lien avec les pépiniéristes, que je rencontre beaucoup de pépiniéristes par les réseaux d'abord et ensuite par les fêtes des plantes parce que je fais un maximum de fêtes des plantes partout en France. Donc il y en a une notamment, la pépinière de la Roche-Saint-Louis que j'ai rencontrée sur Instagram. Elle est venue ici visiter. Et depuis, on se lâche plus et je la vois dans chacune des foires aux plantes. Je lui achète plein de trucs, on échange. Enfin, donc il y a ça, ouverture des portes, le lien avec les gens. Enfin, je discute avec. J'ai rencontré des grands copains aujourd'hui que j'aurais jamais, enfin très certainement jamais rencontrés autrement. Et c'est des vrais amis aujourd'hui que je vois ici, que je vois sur les fêtes, que je vois partout. Ouais, ça te crée un réseau quand même qui est super intéressant. Ça m'a ouvert au intéressant. monde et beaucoup d'étrangers dans le sens non francophone. Je parle beaucoup anglais, j'ai quelques personnes qui parlent, j'ai 2 japonais avec qui alors j'utilise la traduction, hein, mais ça ouvre les portes à plein de pays, plein d'expériences aussi, parce que j'ai été invité là où on s'est rencontrés, c'était quand même chouette. Ouais, c'était chouette. Et j'ai été invité par Instagram. Voilà, ça ouvre les portes à beaucoup de choses quand même. Et, on va pas se mentir, j'ai eu des cadeaux. Les biorbes, j'ai 2 biorbes ronds, c'est des terrariums ronds là, en forme de boule. Ceux-là, je les ai eus, on me les a offerts, la marque me les a offerts, sans demande de contrepartie, parce que j'ai pas de contrat ni rien. Et j'ai acheté pour le coup le dernier modèle d'un des terrariums, bref, qui coûte extrêmement cher. Je l'ai acheté un peu moins cher. Et voilà, ça ouvre des portes même là-dessus. Et puis le lien avec les marques, il y a des marques avec qui je travaille pas avec eux parce que j'ai pas de contrat sur Instagram, mais avec qui je discute et que je connais en perso, que je retrouve ici au Jardin Botanique. Et en fait, ça fait même des liens où le salon du végétal, Paysalia. Je suis allé pour discuter avec des gens que je connaissais et en fait, en discutant, ils avaient des solutions qui auraient pu être mises en place ici. Et au final, on les a mises en place. Des trucs tout bêtes. Ouais. En fait, j'ai un carnet d'adresses qui est énorme. Ouais, qui est large. Instagram aide beaucoup. Ouais. Tu retournes à Paysalia, toi? Oui, j'y vais cette année. Ah ouais, trop cool. Je bois un coup d'eau. Ouais, vas-y. Ouais. Mais oui, j'y vais, je sais pas quand encore. Faut que je pose une demi-journée pour y aller parce qu'on n'est pas autorisé à y aller sur notre temps de travail. Oui, j'imagine. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais oui, c'est dommage. parce que ça fait partie du métier finalement. Le salon des professionnels du végétal. On est dedans, normalement. Ça, c'est sûr. Et on s'y verra. Parce que moi, Je t'enverrai mes on dates. y sera même tous les 3 jours avec Gonzague normalement. Ah bah parfait. Donc, On s'y verra. On Je se verra. t'enverrai un message. Bon, trop bien. On voit dans tes stories Instagram, là surtout en ce moment, enfin ces derniers temps j'ai trouvé, que tu es entouré de beaux végétaux, ça on le sait, mais aussi de beaucoup d'animaux. Ouais. Quand est-ce que ça t'est venu cet intérêt avec les animaux aussi? Alors on habite à la ferme. Ouais. Alors moi j'ai pas connu la plupart des animaux qu'on a eus, mais j'ai commencé avec les poules. J'ai toujours adoré les poules. Ouais, t'as une grande passion pour les poules. Ouais, moi je suis très poule, moi. Ça a dégénéré il y a pas si longtemps que ça en termes d'années, à cause de mon collègue Kenzo, qu'on embrasse, qui travaille avec moi dans les serres, et lui a eu des poules aussi jeunes, et donc il m'a un peu contaminé. Mais donc j'ai commencé poule, chien, j'ai toujours eu un chien, chat, enfin vraiment les trucs de base. Et mon premier, mon premier voyage à Madagascar quand même,
m'a lancé sur le reptile, l'amphibien. Et en fait, la curiosité de voir, on est ici, qu'est-ce qui vit là, en fait. Et ça, je l'avais un petit peu, mais pas tant. Et à Madagascar, en fait, il y a pas mal d'applications de naturalistes où tu prends en photo, tu localises et tu essaies d'identifier. Et en fait, j'étais comme un fou et j'ai identifié des limaces, des serpents, des lézards, des trucs où je ne me serais pas du tout attardé dessus d'habitude, des papillons grands comme ça. Et le premier voyage a vraiment lancé le côté ce que je vois dans la nature, je vois comment ça évolue, comment ça vit, comment ça se reproduit et tout. Je veux essayer d'en avoir, de le recréer à la maison, quoi. À petite échelle, hein, mais donc j'ai commencé à avoir mes premiers poissons dans ces eaux-là, je pense. Un poil avant, mais dans ces eaux-là. Et de toute façon, la plupart des gens qui sont dans le végétal, le végétal un peu plus botanique, enfin précis, pas du végétal vraiment ton potager, tout ça, même s'il y en a qui le font. Mais quand on est dans le végétal un peu, voilà, un peu botanique, un peu recherche, un peu précis, tout le monde aime les animaux. Et tout le monde a des terrariums où ils se disent bon, on va mettre quelque chose dedans quand même, pas que des plantes. Donc voilà, c'est au boulot. Là, je connais. Bon, il y en a, mais tous les jeunes où on vient d'arriver, on a tous des terrariums à la maison. On est tous très reptiles, très amphibiens, très poissons aussi. Donc, Parce que de toute façon, il y a un peu un cercle vertueux entre tout. Ça marche quoi. ensemble. Donc ça marche ensemble. Ça hein. marche. Ouais. Donc, j'ai découvert lors de mon premier voyage à Madagascar. C'est pas moi qui l'ai découvert, hein, mais j'ai appris. Il y a une espèce de Phelsuma, qui est grand comme ça à peu près, Laticoda, qui vit dans une espèce de pandanus. Alors, Phelsuma. Phelsuma, c'est un petit lézard très coloré. C'est le gecko diurne de Madagascar. Ok, très coloré, vert, avec des points rouges. Qui vit dans une espèce de pandanus. Donc là, pour le coup, c'est un. Pandanus, ça me dit quelque chose, mais. Il y en a plein à La Réunion. C'est pas du tout un palmier. Ça peut avoir une forme de palmier un petit peu. C'est très grand, très exubérant. Et il y a une espèce de Phelsuma qui vit que dans cette espèce-là. Et je me suis dit, c'est hyper impressionnant, hyper intéressant. Et en fait, il y a plein d'animaux qui sont inféodés, même en France, hein, qui sont inféodés à une espèce ou un type de plante. Inféodé, ça veut dire... Qui pousse, non, qui font en relation seulement sur avec... la plante. Et si la plante disparaît, l'animal disparaît, son prédateur disparaît. Bon, après, c'est la dégringolade. Mais... Okay. Et c'est cette curiosité-là où je me suis dit, ouais, mais c'est fou. Plus encore sur les îles, parce que là, tout est décuplé. Et depuis, premier voyage et un peu avant, j'ai eu envie d'élever bien. Pas faire n'importe quoi. Je me permets d'avoir des poules parce que j'ai beaucoup de terrain et elles ont jamais debout. Hein. Enfin, elles sont toujours dans l'herbe. Poissons, j'essaie de faire en sorte d'avoir un maximum de surface pour eux et d'avoir les plus petits poissons possibles, même si c'est jamais l'idéal, hein, bien sûr. Et là, lézards, j'ai eu mes tout premiers lézards et c'est la plus petite espèce de Madagascar que j'ai dans un terrain assez grand, très très grand. Et voilà. Ok, c'est intéressant ça. Tu nous parles, donc toi tu es botaniste, jardinier botaniste. Jardinier botaniste. Tu fais de la recherche, donc tu t'organises des voyages justement dans des pays tropicaux pour faire de la recherche, c'est bien ça? Moi aujourd'hui je n'organise pas parce que j'ai que 26 ans, ça fait que 4 ans que je suis ici. En revanche, je pars en voyage depuis, ce sera ma 3e expédition là, en expédition officielle. Donc avec différents organismes et associations qui nous financent. Mais pareil, tous mes voyages, c'est pas moi qui les organise et c'est moi qui les paye par contre. Je paye 100% de tous mes voyages. Je suis pas payé pour y aller. C'est mes congés payés. C'est moi qui y vais volontairement. Ouais. Et l'organisateur, c'est David Cherberich, donc c'est mon responsable scientifique, le responsable scientifique du Jardin botanique de Lyon, qui est le spécialiste mondial des bégonias malgaches, des bégonias de Madagascar. C'est le seul qui travaille dessus, on va dire, aujourd'hui. Et donc, les expéditions qu'on fait, c'est y aller, les trouver, chercher des nouveaux, éventuellement, regarder si ceux qu'on connaît déjà sont toujours là, ce qui n'est pas le cas pour un, là, qu'on a des gros doutes dessus. L'année dernière, on y est allé. Là où il est censé se trouver, c'est du riz. Du riz? Une culture de riz. Une culture de riz, d'accord. Donc très certainement qu'il a disparu. Surtout qu'à Madagascar, les bégonias sont un peu chiants parce que c'est, pas tous, mais il y en a certains, c'est une espèce sur un ruisseau et parfois sur un rocher.
Sérieusement? Voilà, donc l'un qu'on a trouvé au premier voyage que j'ai fait moi, c'est Sambiranensis, un petit bégonia avec une seule feuille qui pousse sur un caillou dans une crevasse, Gorge, dans un ouais. ruisseau. En tout cas, on l'a trouvé que là, Oh, mais ok. très certainement qu'il est que là. Et donc ils sont hyper fragiles, donc ils disparaissent Rapidement, quoi. à vitesse grand V. Il y en a qui disparaissent avant qu'on les trouve, mais c'est partout, hein. Dans tous les pays du monde. Tropicaux, ça va surtout, parce que ça va plus vite. Donc c'est lui l'organisateur. Moi, sur place, j'aide, je porte, je recherche, j'aide à l'expédition, je filme, je photographie et je produis du contenu annexe, parce que mon chef, lui, il y va pour ses recherches, donc papier. Il collecte des herbiers, donc des plantes qu'on va sécher pour les étudier plus tard. Il collecte de l'ADN aussi, pour tout comparer. Mais il ne produit pas de contenu grand public, on va dire. Parce que il n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, c'est déjà bien assez de boulot, hein. On ne se repose pas du tout quand on y va. Donc moi, j'ai un peu pris la place de son second, non officiel, on va dire, mais je filme l'expédition, les moments de recherche, les moments de vie sur place. Je photographie beaucoup. Je le photographie lui, parce que généralement, on dit le photographe, c'est toujours le moins photographié, quoi. T'as toujours des photos des autres, mais jamais de toi. Ouais. Donc là, il a des photos de lui officielles d'expédition, et c'est super important. Ouais. Parce qu'on a aussi des comptes à rendre aux associations qui nous financent. Bien sûr. Donc voilà. Ça se fait par des dossiers, des photos, des rapports. Alors, en fait, ça dépend. On a 2 associations qui nous financent, qui aident au financement. C'est l'association américaine des bégonias et son équivalent français. Donc, ils nous donnent de l'argent pour l'expédition et ils nous demandent en échange, pour l'américaine, ils demandent que David aille faire une conférence sur l'expédition, en fait un retour d'expédition, ce qui est hyper intéressant. Carrément. Et donc en anglais, d'aller le faire, soit de le faire sur place, soit en webcam, mais peu importe. Et la société française, elle demande ça aussi. C'est plus simple pour lui parce que c'est en France. Et des articles, d'écrire quelques articles sur les revues, enfin, ce qui est un juste retour des choses, je trouve, pour financer une expédition. Et moi, je fais des films que personne m'a demandé de faire, mais on est bien content de les avoir quand même sur l'expédition. Et je les mets sur YouTube, Ouais, j'ai vu, ouais. 3 épisodes généralement. Ouais. Ok, trop bien. Et les associations sont assez contentes parce que du coup, elles peuvent les voir aussi. Et ça fait un truc en plus. Ouais. Ils ont financé aussi. C'est mon matériel, hein, c'est tout mon temps, mon argent, le montage. Voilà, même si c'est du montage de débutant, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un truc que je m'engage aussi à faire pour moi, mais aussi pour les assos, parce qu'ils nous financent. Donc, Bien sûr. et toujours dans cette volonté de montrer aux gens les merveilles des pays où je vais, quoi. J'ai pu faire l'Indonésie et Madagascar. Cette année, je recommence. Là, on est quel jour? On est mardi, donc c'est Je jeudi que décolle tu pars. jeudi. C'est ça? Donc voilà, rebolote. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier voyage? Parce que ça a dû être une sacrée expérience. Tu devais être tout excité de Qui a partir. très mal commencé. Très mal commencé? Oui, parce Intéressant, que, raconte-nous alors, ça. je ne sais plus en quelle année c'était, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des années, mais la veille du départ, on était en période Covid, enfin grosse période Covid. Et j'étais à la gare de Lyon-Perrache, au téléphone avec ma mère, et j'attendais mes résultats de test. Ah oui, les fameux Et là, tests. je lis veuillez comment vous occuper de votre isolement. Et là, ma mère au téléphone comprend et je m'effondre en larmes au milieu de la gare. J'étais tout seul, hein. J'allais rejoindre justement un ami chez qui dormir pour décoller la veille, enfin le lendemain, pardon. Je m'effondre. Mais tout le monde autour de moi s'effondre parce que pour moi, c'est fini. Le voyage est terminé. Et là, je partais pour 6 mois. Oh. C'était à quelle période environ? C'était 2020 donc ou 2020, 2020, l'été? je pense, à peu près C'était 2020. l'été Ouais. ou quelque chose comme ça? C'est ça. Ok. Et en fait, moi, je partais pour un stage qui s'appelle le Stage Monde. C'est un truc qui est fait avec la Bourgogne-Franche-Comté et Pôle emploi. France Travail, maintenant. Et en fait, ils peuvent t'envoyer, si tu es demandeur d'emploi et à un certain âge, dans n'importe quel pays du monde pendant 6 mois, du moment que tu as un maître de stage. Donc j'avais fait ça. Et en fait, je commençais ce voyage par une expédition avec David, celui avec qui je pars. Je me collais à leur expédition et ensuite, moi, j'enchaînais sur mon stage. J'appelle tout le monde en pleurs. Et là, David me dit « Oh, mais c'est pas drôle, elle est nulle ta blague. »
Mais parce que C'était ça paraît pas une tellement... blague. fou. Ouais. Donc bon, j'ai pu déplacer d'une semaine environ, je pars en voyage, c'était mon tout premier vol, Ah oui, donc on commence par 11 heures de vol, ton tout premier vol de ta vie. mon tout premier vol de ma vie. Premier- Enfin, j'avais fait l'Espagne, mais bon, D'accord, c'est pas ok. un vol, tu fais ça, Oui, oui. et tu redescends. Oui, 11 heures, c'est Tout différent, ouais. Ok. Parce que du coup, ils étaient déjà sur place, les collègues. Donc très stressé, enfin bon, classique, hein, je suis d'un naturel assez anxieux, donc là, je suis arrivé 8 heures en avance à l'aéroport, ça n'a aucun sens. C'est vrai? Je suis pas, du coup, j'étais... Vraiment 8 heures. Ah oui, oui. Ok, ouais, juste pour être J'ai passé sûr. la journée t'es- à l'aéroport. Au alors moins, que t'es sûr. Ah bah là, j'étais sûr. Ouais. Bon, je prends l'avion, tout ça, ça se passe, c'est très long. J'étais entouré de 2 personnes qui avaient une carrure un peu plus rugbyman que moi. Enfin, horrible. Et j'arrive donc à l'aéroport de la capitale, donc Antananarivo, de Madagascar. Et ensuite, je devais prendre un vol en interne le lendemain. Donc il fallait trouver un hôtel à la capitale, d'un pays que tu connais pas, d'un pays où tout va très vite. La capitale, c'est très grand, c'est en panique. Donc bon, tout se passe bien. Je les rejoins en avion à Diego Suarez, donc tout en haut de l'île, et ils n'arrivent pas. Et j'avais mon téléphone, mais j'avais pas de carte SIM, enfin j'avais aucun moyen de contacter personne. Bon, voilà, panique. Et là, je les vois arriver en 4x4. Et bon, tout s'est calmé et je les ai rejoints. Et là, première expédition, et j'étais comme un fou. Ah, tu Je m'étonnes. photographiais tout Ah, tu le m'étonnes. temps. Et animal, végétal, tout. J'étais comme un fou sur chaque truc. Je m'émerveillais et je m'émerveillais encore. Ça n'a pas changé. On le voit dans les vidéos. Hein. Ça, je le coupe pas parce que des fois, je fais enfin, juste la réaction, tu vois. Et donc, un voyage extraordinaire. Ça m'a ouvert sur une autre culture, un autre pays. Parce que bon, voyager en Espagne, on peut pas dire que le choc des cultures soit non plus énorme à ce point-là. C'est clair. Là, C'est c'était, clair. ça n'avait rien à voir. J'ai relativisé sur tout, la misère, sur quand je me plaignais, je me plains quand même beaucoup moins aujourd'hui. Ok, Je me plains là, tu le toujours, sens. Ouais. beaucoup moins. Et même, j'ai tout appris. Qu'est-ce que c'est une expédition? Pourquoi on l'a fait? À quoi ça sert? Enfin, ça m'a... Non, ça m'a... Enfin, j'en ai des frissons, tu vois, ça m'a Rien vraiment... que d'en parler, ouais. J'ai appris à... Pas à vivre, mais ça m'a... Je me suis dit, waouh, ça c'est t'a ça, ouvert, c'est ça ton- que ouais. je peux faire, je peux faire ça. Ouais, c'est C'est clair. incroyable. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Et ça m'a lancé là encore plus dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, t'es resté 6 mois là-bas. Alors, je suis resté en expédition avec mon groupe pendant 2 semaines, parce que du coup, j'ai dû réduire. Non, 3. Et on s'est séparés. Eux, ils sont retournés. En gros, on est arrivé à peu près au milieu de Madagascar. Moi, je devais traverser la moitié du pays en taxi pour rejoindre mon lieu de stage. C'est à Sainte-Marie, c'est à l'est, une petite île très francisée. Ancienne colonie française comme Madagascar, mais encore plus. Tout le monde parle français là-bas. Enfin, c'est très français. Et donc, j'ai eu 2 jours de voyage, je crois, en taxi, tout seul. Et donc, eux, ils sont repartis en France. Et je suis arrivé sur Sainte-Marie, 2 jours après, je crois. Et là, je rejoins 3 autres stagiaires qui étaient déjà sur place. Et là, j'ai passé, 5 mois, à peu près 5 mois et demi sur place. Oh, c'est dingue. Bon, c'est fou. Et c'était la pleine période des baleines. Donc, tous les matins au réveil, on voyait les baleines sauter. Sur le globe, le meilleur endroit pour voir les baleines à bosse, à la saison des reproductions et des naissances, c'est Sainte-Marie. C'est Madagascar d'une manière générale, mais surtout Sainte-Marie, parce qu'en fait, elle passe... Sainte-Marie, l'avantage, c'est que tu fais 200 mètres à pied depuis la plage, tu as la barrière de corail. Et après, tu es au grand large. Donc, en fait, les baleines, elles sont à 200 mètres du rivage. D'accord. Et alors, Sainte-Marie, est-ce que tu peux me rappeler par rapport à Madagascar, où est-ce que c'est? En haut à droite. C'est En à haut l'est. à droite, ok, c'est à l'est, C'est en haut. la grosse île qui est à droite de Madagascar. C'est une île, ok. En haut à droite, c'est Ok. une île, ouais. Et sur Madagascar, on a quand même Enfin, moi, si je me souviens de ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de régions désertiques. Ouais. Et il y a une espèce de langue sur... Langue verte. Voilà, Ouais, sur c'est l'est ça, de c'est la... ça. L'ouest est sec, L'ouest est sec, l'est est humide. l'est est humide. Parce Grosso que... Parce qu'il y a des montagnes là, du coup, les vents s'arrêtent, il y a plein de trucs comme ça, non? il y a la Makira au milieu, enfin, il y a et le Sakai, enfin, il y a tout un, oui, en fait, tu as vraiment un massif, c'est très en hauteur au milieu et très bas sur les côtés, donc tu as forcément toute la masse humide qui se bloque sur l'est.
Et à l'ouest, tu as en bord de... Tu as quand même des zones humides, mais relativement peu. Elles sont assez parsemées. Mais oui, tu as est humide, ouest sec, majoritairement. Et même tout au sud, tu as des zones très humides. Ok. Et donc pendant ces 5 mois de stage avec tes amis stagiaires, est-ce que vous avez fait des grosses randos, des expéditions Alors le but de notre stage sur place, c'était de créer, en tout cas de construire un conservatoire botanique sur place. Donc ça n'arrive qu'une fois dans une vie de participer à un truc comme ça. C'est clair. Donc ça se passait sur l'île aux Nattes. En fait, c'est au nord de Sainte-Marie, il y a une petite île qui s'appelle l'île aux Nattes, ou au sud, je me confonds toujours. Une petite île sur laquelle il y a un terrain qui appartient à une association franco-malgache, c'est le Conservatoire botanique de Sainte-Marie. Et en gros, notre but, c'était de faire un petit jardin botanique, en fait, sur place. Bâtiment, végétal, enfin, on devait tout faire. Et pendant la période où on était là-bas, on a fait les 3 forêts principales de l'île. On a fait des inventaires floristiques. Moi, j'ai fait des faunistiques, mais parce que moi, j'aime bien. Faunistique, c'est les animaux. Voilà. Tout ce que j'ai vu, j'ai compté. Enfin, j'ai pas compté, mais j'ai comptabilisé, répertorié. Donc on a découvert notamment 2 choses. On a découvert c'est du latin, mais c'est Podoringia clandestina. Mais c'est clandestina qui est important. C'est une petite plante de la famille des Acanthacées. C'est une famille très connue à Madagascar, un peu partout même. C'est une plante qui est plate, qui pousse au sol et qui a une couleur de feuille morte. Tu la vois pas, tu marches dessus. Et donc clandestina, ouais, parce que clandestin, elle porte bien son nom. Et ça avait jamais été répertorié. En fait, il y a eu des inventaires qui ont été faits sur l'île, mais par Kew. En plus, j'ai un le Kew Garden, okay. C'est quand même les grands patrons de la botanique. Il n'y avait pas cette plante. Moi, quand j'ai trouvé ça, j'étais comme un fou parce que c'est extraordinaire comme plante. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment un truc tout plat et couleur feuille morte. Très variable. Au sein d'une population, il y en a des plus roses, des plus marrons. Ça. Et moi, j'ai tout de suite envoyé ici en photo. Et on a pu me dire ce que c'était. Et bon, je suis trop content de trouver ça. Et on l'a trouvé. Ça s'appelle Thismia. En fait, c'est un truc qui ressemble même pas à une plante. C'est une petite plante parasite qui fait un fil rouge, une boule, et des petits fils rouges sur la boule. Ça ressemble à un alien, le truc. Et là, j'ai eu des chercheurs qui m'ont contacté parce qu'ils n'avaient jamais vu ça dans ce coin-là et qui m'ont demandé mes photos, mes mesures et mes localisations pour faire des articles scientifiques dessus. Des gens de Kew Garden? Pas de Kew, des chercheurs indépendants qui avaient des recherches à faire sur ce type de plantes. Et voilà, on a fait des découvertes assez folles. Et on avait des permis de collecte vivants. Donc on avait le droit de collecter sur l'île, dans les forêts, pour les mettre en culture au jardin botanique de Sainte-Marie, le nouveau jardin botanique qu'on était en train de faire. Et ça nous permettait de collecter beaucoup de graines, surtout, et d'arbres et d'arbustes, pour pouvoir les mettre en culture dans le jardin botanique, pour du coup les présenter aux gens, même de l'île. Parce qu'en fait, ce genre de forêt, il n'y a que les touristes qui y vont. Les locaux, ils perdent pas leur temps à aller se promener dans ce genre de forêt. Ils sont moins intéressés. Donc ça permet de sensibiliser sur place, les touristes évidemment, et de monter une structure comme ça, quoi. Vous étiez que 3 pour monter un jardin botanique? En fait, tous les ans, il y a des stagiaires qui y vont. 2. D'accord. Et là, on avait 2 périodes qui se sont chevauchées, donc on s'est retrouvé à 4. Ce qui est super bien, parce que du coup, on a bien avancé sur les inventaires et tout. Et tous les ans, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, j'ai plus trop de nouvelles. Et puis bon, c'est compliqué. Sainte-Marie, c'est une île qui est ultra touristique à Madagascar. Dire que Sainte-Marie c'est Madagascar, c'est comme dire que la Réunion c'est la France. Ouais, ok, je vois le dire. C'est vraiment des endroits qui sont à part, très particuliers. Et Sainte-Marie a eu du mal à se remettre du Covid parce qu'il y avait plus de touristes et l'île vivait beaucoup du tourisme. Donc ça a été très compliqué. J'ai un ami qui vit, parce que j'ai beaucoup d'amis, en 6 mois, forcément. On se fait des amis, le départ a été très dur. On se fait des amis sur place et ça a été très compliqué. Les restaurants ont fermé, les hôtels ont fermé. Mais tous les ans, normalement, il y a 2 stagiaires qui y vont pour continuer. Planter, entretenir, collecter, faire de la com. J'avais fait une cagnotte parce que, en fait, quand on avait commencé à contacter l'association,
On avait eu des rendez-vous avec le trésorier, c'est un président, ouais, le président et bon, tous les gens qui sont dans l'asso. Et je leur ai dit, mais parce que là, vous nous dites qu'on va devoir faire beaucoup avec peu. On y arrive, mais quand même. Et je leur ai dit, mais pourquoi on ne fera pas une cagnotte? Et avec ma collègue, on a tout fait tous les deux, une cagnotte. On a eu, je sais plus, c'est lointain, mais je crois 800 €, ce qui est énorme pour mis en monnaie locale, donc les ariaries, c'est énorme. Donc on avait de quoi faire beaucoup. Et grâce à ça, on a fait beaucoup. Excellent. Acheter de l'engrais, acheter tout un tas de trucs. Et voilà quoi. On est arrivé, il y avait des plantations et des devis pour des bâtiments. Et quand on est parti, on avait le bois pour les bâtiments, 2 fois plus de plantations, un inventaire sur InDesign, enfin vraiment un inventaire précis sur ordi, millimétré, vraiment. Et on a réidentifié la moitié de ce qu'il y avait sur le jardin botanique parce qu'en fait, les tout premiers, alors forcément, quand tu es le premier à arriver, c'est compliqué. En fait, ils ont collecté beaucoup, légalement, parce qu'ils avaient le droit. Et en fait, il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas encore identifiées. Donc, on a passé du temps sur les flores, demandé des ressources ici, notamment parce qu'on a une bibliothèque à Lyon qui est incroyable au jardin botanique, sur la flore notamment. Et donc, on a passé des journées entières à identifier ce qui était sur place, quoi. Ok. Donc, ouais, c'était un gros travail. Ouais, gros travail quand même. Qui n'est pas fini. Et qui sera j'imagine. Jamais fini, jamais c'est toujours fini, en comme évolution hein, finalement. Et heureusement, parce que sinon, on s'embêterait un peu. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te rendre visite dans ces 5 mois ou pas vraiment? Non, c'est compliqué. Hein. En plus, c'était en période de Covid. Moi, j'ai dû repartir. J'ai dû reporter parce que voilà. Non, on était entre nous et gens de l'île. Enfin, on était avec les gens, les habitants, quoi. Et à la fin, c'était déchirant. Ça, je dis, le départ a été horrible. C'est vraiment horrible. Ok. On a pleuré, mais en fait, on est arrivé chez un gars qui avait un restaurant et en fait, il nous a pris sous son aile dès le début. Et tout le long, on allait manger chez eux. Lui et sa femme, ils avaient un restaurant. C'était lui le cuisinier et c'était délicieux. Et en fait, lui, c'était un grand copain. On est arrivé, on avait une maison qu'on louait, une maison typique quoi. On avait la plage directement en bas de la terrasse, c'est chouette. Et donc les propriétaires, on les connaissait. On s'est fait mettre dehors et en fait, on était en panique parce qu'il fallait qu'on trouve une maison en urgence, parce que on n'allait pas vivre dehors. Et c'est là où on a vu la solidarité et qu'on avait vraiment un lien avec les gens de l'île. Et en fait, le lendemain, on est allé chez une amie qui avait un bar au sud de l'île. Et on lui dit, écoute, on te le dit comme ça, mais on est un peu dans le caca, on n'a plus de maison. Et là, elle a appelé des gens, qui ont appelé des gens, qui ont appelé des gens. Et en fait, tout le monde sur l'île nous a aidés à trouver un logement, quoi. Et en fait, c'est là où ça nous a fait chaud au cœur, parce qu'on s'est dit... au début, on se faisait beaucoup arnaquer, mais c'est n'importe qui va dans un pays qui connaît pas. Les gens essaient de profiter et c'est normal. Hein. Il y a une misère qui est quand même pas la même que nous. Ouais. Et on se dit on demande, mais est-ce qu'ils vont vraiment nous aider? Et en fait, tout le monde nous a aidés à trouver une nouvelle maison. Donc, on a réussi à trouver une maison. Donc ça, déjà, ça nous a vraiment fait chaud au cœur, quoi, parce que les gens se sont décarcassés pour nous trouver la maison. Ouais. C'est vraiment, ils appelaient à droite, à gauche. Puis pareil, quand on avait la maison, est-ce que ils avaient tout ce qu'il vous faut? Il vous faut un matelas? Vraiment, tout le long, quoi. Tout le monde nous a aidés. C'était trop bien. À la fin, on avait, pour traverser, pour aller sur l'île Onat, il fallait prendre une pirogue. Donc tous les matins, tous les soirs, on prenait la pirogue, donc 2 fois par jour. À la fin, on avait 2 numéros de 2 piroguiers qu'on aimait bien et qu'on passait toujours par eux. Mais tu vois, il y avait des liens avec les gens sur place et ça, tu l'as pas en 3 semaines. Non, c'est sûr, il faut y passer un peu plus de temps. Le départ a été déchirant. Douloureux, très douloureux. Tu m'étonnes. On est arrivé dans l'avion, on avait les yeux là, on n'arrêtait pas de pleurer. Ils sont tous venus nous dire au revoir. Ah, c'est trop chaud. Les principaux sont venus nous dire au revoir, quoi. Donc, c'est cool. Non, c'était magique. Et c'est une expérience, c'est ça qui m'a ouvert à ce que je fais aujourd'hui et qui a participé à ce que je suis aussi aujourd'hui. Ouais. En termes de valeur, le
Le voyage, c'est une arme contre le racisme, l'ignorance, plein de choses. Donc, Exactement. moi, je remercie les voyages, notamment le premier, pour m'avoir ouvert Ça ouvre beaucoup l'esprit. aux gens, à d'autres cultures, à relativiser sur beaucoup de choses aussi, C'est d'être clair. content de ce qu'on a, parce qu'on a beaucoup. Ouais, on a beaucoup de choses en France. Hein. On a tendance à l'oublier, hein, parce Donc, qu'on aime bien se plaindre. Oui. Ouais. Donc ça a tout fait ce que je suis aujourd'hui. Là, quel est le deuxième voyage que tu as fait? Madagascar. Madagascar encore? Ouais. Dans la région où je retourne cette année, donc dans l'est de Madagascar, pas loin, enfin un peu plus haut que Sainte-Marie, Ok. dans ce coin-là. 3 semaines aussi avec mon collègue Kenzo notamment. Il y a les vidéos sur YouTube de ce voyage-là. Et ouais, donc ça c'était le deuxième. Là, il y avait un objectif en particulier aussi pour ce voyage ou Alors, c'est la même chose? En fait, le premier voyage, il n'était pas officiellement avec des papiers d'herbier, de collecte. Donc on y allait, on a pris des photos et puis voilà. Il n'y avait pas du tout d'organisme derrière nous. Le deuxième voyage, oui. Donc là, on avait les papiers de collecte d'herbier, d'ADN, enfin tout était cadré, on était là officiellement, on va dire. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on travaille, quand on va dans dans n'importe quel pays, nous en tout cas quand on le fait, et qu'on a un permis officiel, on travaille avec le pays. C'est-à-dire qu'on travaille avec des botanistes malgaches. Cette année, on a un jeune, en plus c'est cool parce que en plus ça le forme en même temps que nous, quoi. Un jeune botaniste de l'herbier de Timbazaz, donc à Madagascar, quoi, à la capitale, et le gars qui gère la réserve naturelle. Voilà, on travaille toujours avec les gens du pays. C'est vraiment, on n'est pas là, on vient, on fait notre truc et on repart. C'est vraiment, on marche avec eux, on travaille avec eux, ils nous apprennent autant qu'on leur apprend. J'imagine, ça c'est sûr. Franchement, c'est hyper intéressant. Et en plus, ils ont la connaissance du terrain. Donc voilà. Et donc le deuxième voyage était officiel et c'était sur les bégonias. Ok. Cette année, c'est pareil. Voilà. Cette année, De c'est toute pareil. façon, ça changera parce qu'en fait, mon chef, il travaille sur les bégonias et sur les aracées, la famille des arômes, philodendron, monstera. Il est l'un des grands spécialistes français et je suis d'ailleurs très fier de travailler avec ce genre de personnes, hein, sur les aracées. Et donc, à Madagascar, il y a des aracées. C'est le seul à travailler dessus, à peu près. Donc, soit ce sera un voyage bégonia, soit ce sera un voyage aracé. Ça dépend. Au sud, ce sera plutôt les aracées. Et là où on est, ce sera plutôt les bégonias, quoi. Parce qu'au au cerf du Parc de la Tête d'Or, on a des grosses collections quand même. On a une grosse collection privée. Moi, j'avais entendu que c'était peut-être la plus grosse collection du monde de bégonias ou d'aracées. Je sais pas si tu connais cette chaîne américaine avec la fille là, qui a fait des... je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, elle a une chaîne sur les plantes exotiques et elle fait des petits vlogs dans plein de... Oui. C'est une ancienne top modèle, il me semble. Oui, je vois. Tu vois qui c'est? Je vois le contenu à peu près. Voilà, Ouais. voilà. Et j'avais vu dans une de ses vidéos qu'elle disait qu'il y avait des grosses collections, dont une à Lyon Ouais, en elle est particulier. venue. Elle est venue. Normalement, elle est venue parce qu'elle fait partie d'une association. Il y a des associations pour tout. Ouais. Il y en a une pour les bégonias. Ça fait rire les gens souvent parce qu'ils se disent oh les bégonias, la plante à grand-mère. Voilà, c'est la plante à grand-mère. Alors que Faut savoir que bégonia, il y en a qui font 4 mètres de haut. Hein, donc, 4 mètres de haut, je savais ouais. pas du tout. Ouais. Donc 4 Des mètres trucs de haut, assez des fleurs de 4 mètres? Non, la plante en elle-même, plante en qui peut elle-même. monter jusqu'à 4 mètres. Hein. Putain, Une c'est envergure aussi large. Et il y a une association sur les aracées et en fait elle était venue pour ça. Parce qu'elle D'accord. fait partie, comme moi, je fais partie aussi de l'association des aracées, l'association européenne là pour le coup, des aracées. Ok. Ouais. Mais au jardin botanique, on a 10 collections nationales. Donc une collection nationale, c'est une collection qu'on reconnaît d'importance de recherche, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment étoffée et que les plantes qui sont dedans sont le plus possible de sources nature, donc qui ont été prélevées en nature légalement dans la plupart des cas, ou si c'est très ancien, à l'époque, avant 2014, avant le protocole de Nagoya, on collectait beaucoup et à outrance. Hein. Ah oui, ok. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, c'est cadré. Pour avoir un permis, même pour des herbiers, c'est plus d'1 an de démarche. Donc pour des plantes vivantes, Dans le monde entier ou seulement en Partout. France? Ouais, c'est partout. il y a des pays qui sont plus fermés que d'autres. Les Philippines, c'est très compliqué. Madagascar, c'est pas facile. Mais après, tous les pays, voilà, le protocole de Nagoya protège les plantes dans les pays. Elle les protège de la sortie du pays. Ouais. Elle les protège pas sur place. C'est la nuance. Ok. Dans le pays, les gens,
il continue d'avoir de la déforestation, mais en tout cas, on peut plus sortir les plantes du pays, on va dire, facilement, quoi. Quand on a de l'argent et du temps, on peut tout faire. Parce que ça coûte très cher, ce genre de démarche, et ça prend du temps, mais on peut le faire. Mais nous, on est 3, on est 2, on va dire. 3 avec notre collègue qui venait avant, on n'a pas les moyens de payer des permis de collecte de plantes vivantes et de les ramener sur... ça coûterait des milliers d'euros. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de contrebande sur les plantes en milieu naturel. Je crois que j'avais vu un truc qui m'avait particulièrement attrapé, c'est qu'en Californie, il y avait une grosse braconnage en fait, de plantes qui étaient sur certaines falaises et qui étaient complètement enlevées. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et il y a des mafias autour du végétal et même en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a eu des cas de collecte massive pour la revente derrière. Dans tous les pays, il y en a. Dans tous les pays. Et le problème, c'est que ce protocole de Nagoya, alors je ne saurais pas dire les tenants et les aboutissants précis, mais en tout cas, ce qui m'impacte moi, c'est que on ne peut plus sortir de plantes vivantes du pays. En soi, c'est très bien parce que ça évite de piller les pays, mais ça ne protège pas les plantes sur place. Donc sur place, il y a toujours des locaux qui arrachent et qui revendent à distance. Quand je suis allé en Indonésie, qui revendent majoritairement sur Internet. Ouais. Quand je suis allé en Indonésie, on cherchait une espèce précise, très compliquée à atteindre. Le gars qui nous y a emmenés, un guide local, on lui a montré ce qu'on voulait, il nous y a emmenés. Il nous a dit, vous en voulez combien? Une? 0. On n'en veut pas, enfin on veut les voir. Ouais, ok. Et vous voulez que je vous en ramène combien? Et on lui dit, mais on ne peut pas, enfin, on ne collecte pas, on n'a pas le droit. Ah d'accord, et puis on creuse un peu, et en fait il nous disait qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Allemands qui sont venus dans les dernières années lui faire arracher pour ramener dans des collections collections privées en Amérique ou en Allemagne. Donc en fait ça se fait tout le temps. Et le problème c'est que maintenant, les organismes comme nous, Jardin botanique de Lyon, mais tous les jardins botaniques de France, les conservatoires, qui veulent légalement collecter, ramener pour les protéger, les analyser, cultiver, diffuser, on ne peut pas. À cause de ce genre de parce que pratique, le protocole empêche les plantes de sortir de leur pays. Sauf moyen, certains y arrivent. Brest, le conservatoire botanique de Brest, qui sont extraordinaires. Ah ouais? Ils ont des plantes en danger critique d'extinction, c'est les derniers à l'avoir. Voilà, eux ils font un boulot assez monstre et ils ont les possibilités de le faire. Mais nous, voilà, on ne peut pas. Mais on a des plantes ici. Alors il a un nom horrible, Friedmanodendron. C'est une plante, je crois qu'il en reste dans la nature 4. Il reste 4 plantes de cette espèce-là dans la nature. Et grâce à, ça doit être Brest, je vais peut-être dire des bêtises, je ne suis pas sûr, mais grâce à certains jardins botaniques qui ont pu en avoir, les multiplier et les donner, si les moyens sont mis en place, on peut en remettre dans la nature. D'accord, ouais, c'est d'où l'importance de nos structures. C'est ça l'intérêt quoi, des structures. Parce que les gens disent, quand on travaille en jardin botanique, les gens se disent ouais, c'est un peu la planque à la fonction publique, bon, ils taillent des plantes, c'est mignon. Mais en fait, les gens n'ont pas, et c'est normal, parce que je trouve que la communication et la sensibilisation au public, il y a du travail à faire dessus, vraiment. Moi, c'est ce que j'essaie de montrer aux gens. Mais en fait, sans ce genre de structure, et je parle de nous parce que j'y travaille et que j'ai des exemples précis, mais toutes les structures de conservation et botanique en France, et même celles des pays partout dans le monde, sans ces structures-là, certaines plantes auraient déjà disparu. Donc, moi, ça me... C'est hyper important, quoi. Ouais. C'est fou, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine? C'est quoi la journée typique d'un jardinier botaniste au cerf du jardin de la Tête d'Or? Bon, alors déjà, il n'y en a aucune qui se ressemble à 100%. En revanche, il y a des trucs qui reviennent. Moi, je travaille dans les serres tropicales humides. Parce qu'on a un complexe aussi de serres tropicales sèches, plutôt désertiques. Donc, c'est pas la même chose. Moi, je suis dans les humides. Donc, j'arrive très tôt. Je commence à, on va dire 7 heures, je commence. On les voit sur tes stories quand tu arrives. J'aime bien tous les matins mettre la petite story du matin avec l'heure.
c'est sympa. Moi j'aime bien, Ouais, c'est j'aime rigolo. bien. Et donc j'arrive, je fais le tour tous les matins, je regarde un peu partout à droite à gauche, parce que j'attends toujours des trucs, des floraisons, des choses. Première tâche récurrente, c'est l'arrosage. J'arrose presque tous les jours. On a de la brumisation, mais la brumisation ça suffit pas. Là en plus, à cette époque, on a les tuyaux de chauffage, donc ça assèche, donc on arrose vraiment tous les jours. Alors, il y a des tuyaux de chauffage sous la serre pour C'est ce qui réchauffer passe, les serres. en fait, le chauffage, c'est de l'eau chaude qui Ouais. passe dans des tuyaux. Ok, Voilà. pour réchauffer la serre. Pour un chauffer petit les peu, serres. Ouais. parce que Et ça- tout le complexe est chauffé par ce système-là. Et ça fait longtemps que ce système existe parce Oh que bah. peut-être qu'au début ça n'existait pas ça pour. Alors avant, c'était des chaudières à charbon. Ah oui, d'accord. Donc il y avait des Parce qu'il y chaudières a à charbon, encore des cheminées. Bah là, des, ouais, il y a encore. Il y avait, bon, il y a plus, mais il y a jusqu'à pas si longtemps les anciennes cheminées. Ah, Avant, ouais. toutes les serres du monde étaient en charbon. Ouais. Ok, Là, je savais ils pas sont du tout. passés- Je sais pas quand, par contre, j'ai pas Oui, la oui, date. non, mais j'imagine, mais. Aujourd'hui, on est sur ce système-là qui. Ok, ouais, qui fonctionne, ok. Donc ouais, donc ça assèche, donc il faut arroser. Moi, je suis responsable de la collection des orchidées aussi. Donc quand j'ai des pollinisations, c'est tout manuel, on fait tout à la main. Donc je passe vérifier si j'ai pas des capsules qui vont s'ouvrir. Parce que d'ailleurs, anecdote, on ne dit pas une gousse de vanille, c'est faux. On dit une capsule. Les gousses, c'est les haricots. D'accord. Ouais, mais ça, Les capsules. ça y ressemble vachement. Ça y ressemble, mais en fait, ça n'a. Quelle est la différence alors, Ça n'a rien à rapidement voir. Ok. En fait, une gousse, il y a plusieurs types de gousses, mais la gousse, elle s'ouvre en deux. Elle peut s'ouvrir en deux, soit comme ça, soit dans l'autre sens. Mais une gousse, c'est chez les fabacées, chez les haricots, les pois. Voilà, c'est un fruit avec deux Enveloppes. Enfin, je sais plus les termes, il y a des termes scientifiques, mais je les ai pas toujours. Deux enveloppes qui s'ouvrent et qui libèrent comme les un fruits. libre, ok, qui libère les. Les orchidées, toutes les orchidées, parce que la vanille est une orchidée, c'est des capsules. Et la capsule, c'est pareil, il y a 100 types de capsules différentes, mais en fait, elle ne s'ouvre pas comme ça. Elle est reliée par deux points et il y a des micro-ouvertures qui se font sur les côtés. Des fois, il y en a 4 voire plus, qui libèrent ensuite les graines qui sont épais comme de la poussière. Donc voilà, c'est pas des capsules, c'est pas des gousses. C'est pas des gousses. Donc Ok. dire gousse de vanille, tout le monde le dira jusqu'à la fin des temps. Ouais, Si on veut être un peu chiant ou à un repas de famille, faire son intéressant, on peut dire non, ce sont des capsules. des capsules de vanille. Voilà. Très bien. Donc tous les matins, je vérifie mes pollinisations, où j'en fais. Je pollinise toujours le matin, parce qu'en fait les insectes pollinisateurs sont actifs les 3/4 le matin, ou la nuit pour certains, mais en tout cas pas aux heures les plus chaudes. Donc je fais mes pollinisations. Donc tu imites les insectes. Je fais le boulot des insectes. Tu fais le boulot des Ouais. insectes là-dedans. Oui, Bon, parce c'est qu'on n'a assez pas du simple coup, on n'a chez pas les les orchidées. insectes qui pollinisent ce genre les de insectes plantes. qui pollinisent les orchidées, on a nos insectes pour nos Ici, orchidées ouais. françaises, Ouais, parce qu'on ouais, a ouais. beaucoup d'orchidées françaises. Ouais. Là, on a nos insectes, mais tout ce qui est tropical dans les serres, c'est moi qui fais. Ou mon collègue, enfin en tout cas, c'est manuel. On a des exceptions, il y en a toujours, des qui arrivent à s'auto-polliniser et à se ressemer toutes seules, mais sinon, c'est tout à la main. Ok. C'est assez facile, un petit cure-dent. C'est chiant, mais Ouais, il faut aller Il faut être délicat. titiller à l'intérieur. Quand on a des orchidées qui font des fleurs grosses comme mon poing, c'est facile. Facile, ouais. Là, on en a une qui est plus petite que mon petit ongle. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ces petites loupes, voilà. Ouais, Elles sont précis, pas toutes quoi. égales. Quoi. précis. Voilà, après, ça va dépendre. En ce moment, par exemple, on est en plein boom, puisqu'on a des nouvelles serres qui vont arriver d'ici 2027 à peu près. Donc on commence à anticiper le déménagement. Donc là, en ce moment, je mets tout ce qui est en pleine terre, j'essaie de le repasser en pot pour Oh là là. préparer le déménagement. Ah ouais, le C'est dans travail. 2027, donc on a le temps, mais le végétal, c'est du vivant. Ouais, ça donc, prend du temps. il faut s'y prendre en avance. Ouais. Donc en ce moment, c'est bouture, marcotte aérienne souvent. On fait des manchons de sphaigne en hauteur sur les arbustes pour qu'ils racinent dans le manchon. Ensuite, on coupe dessous. Voilà, ça nous fait une bouture aérienne, quoi, grosso modo. D'accord. Pour les arbustes qui, on sait, quand on les déplacera, on n'est pas sûr qu'ils acceptent le cacao. Je pense que quand on le déplacera, le pied principal, j'ai pas beaucoup d'espoir. Les Ah ouais. palmiers détestent être déplacés. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Après, désherbage, parce qu'il y a aussi les tâches les moins sexy, si on peut dire. Mais le désherbage fait partie de mon métier. Je désherbe beaucoup, parce qu'on est dans un milieu tropical, donc tout pousse très vite. Ouais, donc c'est les mauvaises herbes aussi. Est-ce qu'on peut parler de mauvaises herbes alors?
Non. D'ailleurs, Ça, ouais, il faut pas. j'ai pas le droit de le dire. Les C'est clair. adventices, Les les indésirables, en tout cas là où elles sont. Les herbes folles. Les herbes folles, voilà, c'est un tropical. On n'en a pas 50 000, hein, mais on a la cardamine qui pousse aussi dehors. Hein, mais en fait, elle est rentrée et c'est devenu l'une des grosses adventices de serre. Ah ouais. Mais ça pousse à une vitesse. En 2 semaines, on passe de graines à production de graines. Ah oui, d'accord. Ouais, mais C'est bon, il hyper fait, rapide. en plein été, il fait. On est monté à 40, c'est pas bien. Parce que même pour nous, la santé, c'est pas terrible, mais ça peut monter à 40 en canicule. Hein, donc forcément, le cycle des plantes. Ouais. T'as celles qui, à 40, elles se disent oh non, j'arrête. Et celles qui se disent oh, on y va, il y a de l'eau à manger Il y a et de la du- température, ouais, on y va. exactement. Ouais. Donc, bon. Le désherbage fait partie de mon métier. Hein, désherbage, plantation, semis. Je suis en charge. Bon, c'est moins strict, mais avant, j'étais en charge de la multiplication du pôle tropical humide. Aujourd'hui, en fait, on a plus de place parce qu'on a beaucoup de plantes. Mon collègue a pris une partie, mais en tout cas, je fais de la multiplication, donc je sème, je bouture. J'ai l'hôpital, donc tout ce qui va pas bien, partout où c'est tropical humide, c'est moi qui bouture, ou j'arrache et je retape, ou je ressème, ou j'essaie de sauver comme je peux. Des fois, c'est pas facile. Voilà, et je produis pour planter. Quand on a, on travaille en association un peu avec le zoo. Et ils ont maintenant tout un biome asiatique. Et quand ils ont besoin de plantes pour soit leur terrarium, soit la forêt d'Asie, on peut être amené, nous, à bouturer nos trucs qu'ils n'ont pas et qui pourraient être très sympas dans leur secteur. Et je bouture, je fais pousser et on leur envoie ensuite où on va les planter directement. Donc c'est très multitâche. Plus, ce que je fais, je le fais quand j'ai le temps, et là, bon, autant dire qu'avec le déménagement, j'ai peu de temps. Recherche, biblio, Ouais. livres, ordi. Qui font partie de tes tâches. Ouais. Je fais beaucoup de photographie, parce que ça fait partie de mes tâches aussi. Ça, moi, j'adore le faire en plus, donc pas de problème. Donc, alors, je photographie pas tout ce qui fleurit, mais presque. Ce qui fleurit pour la première fois, ça c'est photo obligatoire. 100% des orchidées sont photographiées, 100% de mes aracées sont photographiés généralement, parce que je suis responsable de la collection des aracées, collection européenne, Plus grosse collection européenne plus d'art. grosse collection d'Europe. Alors attends, je veux pas dire de bêtises. De France, c'est C'est sûr. sûr. D'Europe, j'ai un doute, mais on n'en est pas loin. Ok, quelle serait la plus grande collection du monde, tu sais? En aracées, Ouais. c'est la honte, je sais même pas. Franchement, je suis même pas sûr. Ok, est-ce que vous avez. Alors, normalement, Vienne, mais pas en France. Le Vienne Ouais, en Autriche. en Autriche sont très très bien placés. Très très bien J'y placés. suis allé il y a pas longtemps. Ah, Ouais. voilà. Mais bon, j'ai pas pu vérifier, ça je savais pas. Mais notamment sur tout ce qui est dans les aracées, il y a les géophytes. Les géophytes, c'est les bulbeuses, pour simplifier. Et à Vienne, il y a David Pressler, c'est un ami, hein, un collectionneur et il s'occupe d'une collection et c'est lui qui a la plus grande normalement collection d'aracées qui sont en bulbe. Il a des trucs incroyables, Ok. extraordinaires, une méthode de culture parfaite. Et donc moi, je me renseigne, je photographie toutes mes aracées bulbeuses qui fleurissent. On a une grosse collection et on essaie de l'agrandir sur Madagascar, évidemment. Mhm. On essaie de toute façon maintenant au Jardin botanique d'orienter les collections sur Madagascar de plus en plus. Pourquoi? Parce que plusieurs choses. Déjà, on aime ça. On va pas se mentir, hein, on adore ça. Et c'est pas encore fait. Et il est important d'avoir une unicité au niveau de nos collections. Parce que, pour parler franchement, quand tous les jardins botaniques sont là. Ok, on a tous des plantes plus ou moins rares, mais avoir une unicité de collection, ça te donne une importance un peu plus. On a des plantes qui sont ultra rares de Madagascar. Plus on en a, plus on en parle, plus on a de poids au niveau des grandes instances botaniques, mais pas que, au sein de la ville aussi, pour montrer que, hey, regardez ce qu'on fait, quoi. On a une importance, le jardin botanique, on est là, on a des choses ultra rares, on travaille pour des pays, avec des pays, on est là, on est important, quoi. Et en fait, plus on a une unicité et Ça donne de la légitimité, quoi. Ouais, c'est ça.
Et puis, est-ce que ça vous donne pas un plus grand pouvoir pour les remettre en nature ou justement pour éviter que ce soit trop rare? Ça va avec. Ouais, ça va avec. Ça va avec. Plus on sera reconnu sur nos collections et nos méthodes et ce qu'on arrive à garder, à faire fleurir, plus on aura plus facilement de contact avec des organismes de réintroduction, des fonds aussi, parce que voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, pour le végétal, mais comme partout ailleurs. Donc voilà, Madagascar parce qu'on aime ça et parce qu'on y travaille. Et parce qu'on veut faire des liens avec le pays, avec le jardin botanique de Tana, donc de la capitale de Madagascar. On veut travailler avec eux, on veut les aider, on veut qu'ils nous aident. Voilà, on veut. Et puis, plus on fait ça, plus on aura de l'importance, donc des fonds, donc une légitimité. Donc voilà. Tout ça, c'est important. Et nous, ça justifie notre travail et ça le met en valeur aussi. Pour revenir au nerf de la guerre, à l'argent, donc toi, tu es jardinier botaniste. C'est un métier qui vient du public. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu gagnes environ, quelles sont les possibilités d'évoluer dans ce milieu-là, voilà, un peu tout ça, justement pour que les gens, s'ils veulent faire ça, sachent un petit peu à quoi s'attendre. Alors, moi, j'ai pas du tout de problème à parler de ça. En plus, enfin, je veux dire, l'argent, c'est voilà, on fait rien sans argent. C'est affiché. Et puis c'est affiché de toute façon. Donc moi, je suis fonctionnaire. Je suis bel et bien agent territorial de la fonction publique. Il y a quand même écrit sur ma fiche de poste jardinier botaniste. On y tient quand même parce que voilà. J'imagine. Fonctionnaire, ça veut tout et rien dire c'est clair. Dans le fonctionnariat. Je suis titulaire, donc je suis. C'est un CDI. En fait, d'accord, titulaire c'est CDI. Titulaire, c'est je suis titulaire de la fonction publique, donc j'y suis. Voilà, et j'y reste pour le moment. Avant, le titulaire, c'est quoi? Vacataire. Vacataire et après stagiaire. Stagiaire, vacataire, titulaire. Moi, j'aime bien transposer, pour faire appel à ce qu'on voit dans le privé, c'est que quand on est en stagiairisation, c'est qu'on est stagiaire de la fonction publique, c'est en fait une période d'essai de 1 an, à l'issue de laquelle, oui ou non, ou on prolonge la fonction, enfin la période d'essai, mais c'est comme dans le privé. Et après, c'est CDI, avant c'est CDD. Enfin, moi, même pour moi, ça me simplifie les choses. Et donc aujourd'hui, je suis titulaire, je suis adjoint territorial et je suis un peu au-dessus du SMIC, un tout petit peu au-dessus, sans compter les primes, parce qu'on a quand même pas mal de primes à la fonction. En tout cas, là où on est, pour nous, on a beaucoup de primes, je trouve. On a la prime de fin d'année, on a le 13e mois, et après on a des primes, je ne saurais même pas te dire toutes celles qu'on a en fait. Les primes, elles sont données en fonction de quoi? Franchement, même ça, c'est compliqué. C'est un sujet qui m'intéresse pas tant et qui est assez compliqué. Ouais, je pense qu'il y en a plein, c'est plein de petits trucs. Et ça change en fonction des différentes fonctions publiques, je pense, en plus, donc voilà, c'est spécifique à la nôtre. En gros, en mois où je fais pas de... Parce qu'on fait des gardes aussi. Ouais. On a des week-ends où toute l'année, le jardin botanique est ouvert tous les jours, toute l'année, gratuitement. Gratuitement, et ça c'est... Ouais, ça c'est important. On est le plus grand jardin botanique de France gratuit. C'est génial. 100% gratuit. C'est génial. En termes de collection, on n'est pas loin d'être les premiers aussi, mais ça c'est parce que j'y suis. Non, on a quand même une collection, niveau importance de collection, on n'est pas loin d'être les premiers. C'est quand même exceptionnel d'avoir un jardin botanique gratuit. Alors que et généralement... ça le restera normalement. Et alors pour en venir à ça, il y a d'autres jardins un peu de cette taille-là qui sont gratuits au public? Non. En France, non. Jardin botanique de Nancy, ils ont toute la partie extérieure qui est gigantesque, qui est exceptionnelle, qui est gratuite. Les serres sont payantes. Paris, c'est pareil. Paris et leurs nombreux détachements, parce qu'ils sont partout. C'est vrai qu'ils sont un peu partout. Il y a Chèvreloup, Versailles, le Sénat et tout. Ils sont payants. Les parties extérieures sont pas très grandes en plus, parce que ils sont en centre-ville. Montpellier, c'est... Non, je peux pas dire, je suis pas sûr. Donc je peux pas dire. Le Havre, c'est payant. Metz, c'est payant.
Dans Ok, la- donc on a quand même un truc exceptionnel à Lyon Oui, qui d'avoir sont un là, truc est aussi gratuit. grand et 100% gratuit, Et c'est super quand même, joli. on est les seuls. Ouais, Et d'envergure. ouais. Enfin, franchement, C'est quand même, pour moi, ça reste l'une des plus belles serres de France, avec celle de Paris, en Ouais. fait, parce que c'est des serres anciennes, en fait. c'est le style un peu qui est Voilà. comme ça qui est vraiment joli. Très bien. Donc, ouais, on a quand même de la chance d'être là où on est, ça c'est sûr. Donc toi, t'es titulaire, Ouais. vous avez des primes, des jours fériés, enfin des jours de vacances Des- aussi un peu qui se oui, ressemblent un peu à Bon, on a les 5 semaines, 5 semaines plus et un peu plus. RTT, Ouais, plus des jours de pénibilité. d'accord. Voilà, tout est public, hein, tout Oui, est de écrit toute façon. quelque part. Et de toute Ouais. façon, même sur les offres d'emploi, le salaire est indiqué. Donc, D'accord. on va dire, les mois où je fais des gardes, ça peut monter jusqu'à 1800. Très bien. Parce qu'il y a des gardes, parfois il y a des primes qui tombent, on a des primes internes aussi. C'est compliqué, ça s'appelle les CRM. C'est des projets qu'on mène au sein de la ville, pas forcément sur notre travail. Donc tous les agents de la ville peuvent se retrouver tous ensemble sur des CRM. C'est assez chouette d'ailleurs, ça fait vivre un peu ça fait un peu de lien entre les différentes personnes à la ville. Et on a une petite prime pour le faire. D'accord. Et en mois, sans garde, sans prime, ouais, je suis à 1500, Ok. 1400 et des brouettes. Ok. Ça, en fait, tous les mois, c'est différent. Alors vraiment, on passe de l'un à l'autre. Donc, Comment tu vois ton évolution au sein du jardin botanique? alors, je vais parler pour moi. Ouais, Mais bien c'est sûr. un peu particulier parce que aujourd'hui, je pourrais évoluer. Mais ça veut dire que je passe dans un bureau. Et Donc, que t'es c'est plus au net, contact c'est des hors de plantes, question. quoi. Ouais. Donc, je peux pas évoluer. Personnellement. Hmm. Je suis de plus en plus impliqué dans mon travail. Je travaille, donc notre responsable scientifique, on travaille beaucoup ensemble, que ce soit avec moi ou avec mon collègue aussi des serres tropicales. Dès qu'il y a des nouvelles espèces, on en discute. Dès qu'on veut identifier des trucs, on le fait. Voilà, je suis maître de mon travail, maître de mon temps. J'arrive le matin, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, Et à la fois, t'es autonome, quoi, c'est ça qui est bien. voilà, je suis autonome, je fais ce que je veux. Enfin, En fonction des objectifs. j'ai mais, 10 trucs à faire, je commence par celui que je veux, oui, voilà, sachant lequel est prioritaire, mais j'ai cette chance-là quand même C'est d'être clair. libre au travail c'est clair, et d'avoir fait de ma passion mon métier. Ouais. C'est quand même des choses assez fous. c'est clair. Mais en perspective d'évolution, non, j'en ai. Je peux devenir chef d'équipe, je peux devenir technicien, enfin, c'est compliqué, il y a plein de termes, technicien, agent de maîtrise, mais là, je suis pas responsable du matériel ou je refuse, je veux pas. Ouais, tu veux rester Hors de auprès des question. plantes, quoi. Gérer de l'humain, non. Ok, Moi, je gère des plantes, c'est déjà bien assez compliqué, bien assez de pression ouais, c'est vrai. que je me mets. Hein. C'est plus moi qui m'en mets d'ailleurs. Non, donc mon avenir, on a des nouvelles serres qui arrivent. Donc je reste jusqu'à ce qu'elles arrivent. La suite, on verra. D'accord. Je me fais pas trop de soucis pour moi si demain je pars. Je sais que j'arriverai à... Et puis je veux travailler, je refuse de rester Rien à faire. ne rien faire. Ou au pire, je pars faire de l'humanitaire quelque part. Enfin, voilà, mais je resterai pas à rien faire. Et je sais que j'ai la chance d'avoir un CV à mon âge qui est quand même assez fourni. Voilà, j'ai travaillé pour le faire, donc voilà, j'en suis bien content et fier. Donc je sais que... Et au pire, je retrouverai un boulot là où il faut bosser. Hmm. J'ai bossé en jardinerie, j'ai adoré ça, j'ai appris énormément. S'il faut, j'y retournerai, il n'y a pas de D'accord. problème. Est-ce que tu peux bosser dans le privé pour des grosses boîtes, pour de la recherche en tant que botaniste, qu'est-ce que tu peux faire d'ailleurs dans le privé? C'est compliqué. Est-ce que tu... Ça existe Ça n'existe pas? Enfin, ça existe très peu. Hein. Réussir à trouver un employeur privé et quand même rester dans la botanique, c'est waouh. Dans le... J'ai pas d'exemple. La pharmaceutique ou C'est autre chose. Hein. C'est autre chose, ouais. La pharmacopée, non, c'est autre chose. C'est autre chose, ok. Non, puis je me suis jamais spécialisé là-dedans. Hein. Les usages des plantes, je me suis jamais vraiment mis là-dedans, donc c'est un métier. Hein. C'est encore autre chose, ouais. J'ai ma cousine qui a de la reconnaissance des végétaux parce qu'elle a fait des études de pharmacie, mais ça s'arrête là. D'accord, Moi, aujourd'hui, je ne serais pas du tout apte à parler de ça. Hein. ok. Pas du tout.
Moi, c'est... Donc, ce que je peux faire... Dans le privé, dans le privé, il y a quasiment aucun équivalent, sauf jardin botanique privé. Alors là, je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment. Il doit y en avoir un ou deux en France, mais Ah, qui appartiennent à des entreprises ou à des privés. À des privés carrément. En revanche, par exemple, tu vois, mon avenir, quand je partirai d'ici, parce que je sais que je partirai d'ici, je vais pas finir ma carrière ici, ça c'est sûr. Un truc qui me fait rêver, et je sais que je pourrais y arriver, c'est de travailler dans une structure comme Beauval, le Parc des Oiseaux, ou Paris d'Aïsa en Belgique. C'est des parcs animaliers, mais d'envergure et qui ont des parties serres, volières chauffées, et gérer des parties botaniques dans ce genre de structure. Mais ce serait un kiff intersidéral. Ah ouais. Mélanger l'animal et le végétal dans mon travail. Déjà ici, je suis très content qu'on ait les collègues du zoo avec qui on s'entend super bien et on échange beaucoup. Et du coup, il y a un côté animal qui est pas loin. Mais je sais que le parc des oiseaux à côté de chez moi, je rêve d'aller y travailler, quoi. Ce serait incroyable. Et les collègues qui se remettent au boulot. Ouais. Puis là, on va y avoir droit jusqu'à la fin, je pense. Ok. Deux, trois petites dernières questions. Je sais que tu es en relation avec un botaniste que j'aime beaucoup, qui est Patrick Blanc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec lui? Moi, j'ai rencontré Patrick Blanc juste avant de partir à Madagascar, mon premier voyage. Donc, ça n'a pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait 5 ans, 6 ans que je le connais. Et je le connaissais de nom. Et je suis arrivé, je savais qu'il allait être là où j'allais aller. C'était un événement à Paris au Muséum. Et donc je suis venu avec mon livre pour le faire dédicacer. J'ai une photo de moi, bon élève, avec un col roulé noir et mon livre dans les bras et lui à côté de moi, tu vois. J'ai des photos, les dernières prises que j'ai faites avec lui, elles sont bien différentes, tu verras. Et en fait, je l'ai rencontré à ce moment-là et il m'a dédicacé le livre en mettant dedans à Pierre, pour ton voyage. Je suis content de voir que des jeunes ont déjà autant de connaissances, parce qu'en fait, j'avais bouffé son livre, et son livre est exceptionnel. C'est numéro 1 pour moi. De tous les livres de botanique que j'ai, c'est numéro 1. Sur le mur végétaux? Non, Être plante à l'ombre des forêts tropicales. Ouais, j'en ai entendu parler, ok. C'est plus axé tropical, mais il y a des choses qu'on peut transposer au tempéré. Et je l'ai rencontré une fois, j'ai pris son contact, tout ça. Je suis parti en voyage, je lui ai envoyé beaucoup de photos. Et notamment le Podoringia clandestina, la plante clandestine là. Je lui ai envoyé la photo, il était comme un fou. Ah ouais. Parce qu'il adore ce genre de plante et d'adaptation. Bon, voilà, on discute. Moi j'arrive ici, il connaît très bien David Cherberich, ils se connaissent depuis très longtemps. Bon, on s'est revus une fois, 2 fois, et on est allé chez lui. Je suis allé chez lui 2 ou 3 fois avec mon collègue notamment. Et donc rien que ça déjà, c'est une chance. Bon, sa maison, c'est... Déjà, on peut dire que Patrick Blanc, c'est l'inventeur des murs végétaux. Patrick Blanc, c'est celui qui a démocratisé et créé une façon de faire les murs végétaux. Voilà, ouais. Il en est le père des murs végétaux partout dans le monde. Alors, il y a plein de méthodes, hein, mais la sienne est la plus reconnue. C'est vrai. C'est un grand botaniste qui a travaillé pour le CNRS, qui a été chercheur, il a fait plusieurs thèses, il a fait que ça toute sa vie. Il a même une plante à son nom. Il a plein de plantes à son nom. Plein de plantes à son nom. Il a un bégonia, il a un cercestis, il a bientôt un cercestis, et je crois qu'il a 2 ou 3 plantes à son nom et bientôt une nouvelle, qu'on a d'ailleurs. Grand botaniste qui a fait énormément pour la science botanique sur tous les phénomènes, les plantes qui brillent bleues à l'ombre, les plantes qui ont des trous, pourquoi elles ont des trous, les plantes qui font des cristaux blancs sur les... Tout. Il a fait avancer la science botanique sur tous les sujets. Et il a ramené beaucoup de plantes qu'on a grâce à lui, dont les plus extraordinaires qu'on a. Hein. Tout ce qui est brillant en bleu et vraiment ultra rare, c'est lui. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, moi, je l'appelle une fois par mois. Je suis assez fier d'avoir ce genre de personnes avec moi et de travailler avec, parce qu'il m'envoie des photos, je lui envoie des photos, il m'envoie des nouvelles, je lui envoie des nouvelles. Et ce genre de personnes, c'est que du partage.
c'est pas du tout le genre de personne à vouloir se mettre en avant. C'est pas le gars, oui, je suis expert. Pas du tout. Je vais faire un parallèle avec Instagram, rapidement. C'est que sur Instagram, il y a des personnes qui ont écrit dans leur bio, notamment expert ou ton spécialiste préféré. Bah non, en fait. Et quand tu les compares à des gens comme Patrick Blanc ou même David Cherberich qui se met pas du tout en avant, il a Instagram mais il met rien dessus, c'est ces gens-là les experts. C'est ces gens-là à mettre en avant. Ils ne font pas ça pour la reconnaissance, ils font ça pour eux et pour la science. Et je suis fier d'avoir ce genre de personnes à mes côtés, quoi. Ouais. Patrick, la dernière fois, me demandait « Ah, mais est-ce que tu crois que ce serait bien que j'ai Instagram ?» Je lui dis « Mais non, non. Ne va pas te perdre là-dessus, c'est du boulot pour rien, t'as pas besoin de ça. Tout le monde sait qui c'est aujourd'hui et il a jamais fait la star sur les réseaux. Et il a pas besoin de le faire. » Je pense pas non plus. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que... Alors moi, je suis sur les réseaux et je m'expose sur les réseaux. Et j'essaie de... Quand je vois Patrick, j'en parle, voilà. Mais je suis pas dans une recherche de... Je suis le spécialiste. Jamais tu m'entendras dire, ou alors quand j'aurai 70 ans, je suis spécialiste, je suis expert de quelque chose. Ouais. Patrick Blanc, Frédéric Danet, David Cherberich, ces gens-là sont des experts, des sommités dans le végétal. Francis Allais et tous ces gens-là qu'on peut connaître. Mais ils vont pas aller... Enfin, je sais pas. C'est un autre rapport. Ouais. C'est des gens qui sont foncièrement bons, foncièrement dans le partage, Passionnés, qui ont des complètement connaissances, passionnés. qui sont passionnés Ouais. et passionnants. Mais c'est... Quand je pars de chez Patrick, j'ai la migraine. Mais parce qu'en fait, on pense pas à boire de l'eau, on parle toute la journée et on ne s'arrête pas. Quand je fais des foires aux plantes, il y en a, je fais que parce qu'il est là, parce que je sais qu'on va passer une bonne journée avec lui. Et que ce soit avec Kenzo, David, on a un bon groupe avec Patrick, on parle tout le temps. Là, il nous a envoyé un message, « Salut les garçons, est-ce que vous allez à Madagascar ?» Enfin, et aujourd'hui, je suis fier de parler avec ces gens-là et il m'apporte beaucoup et je suis fier d'avoir pu lui apporter aussi parce que quand je pars à Madagascar, il me demande « Ah, est-ce que tu peux aller voir dans cette zone-là, si ça, machin ?» Enfin voilà, aujourd'hui, je me sens accompli sur ce genre de choses et je suis allé dans la bonne direction et je compte rester comme je suis, tu vois. Je veux finir comme Patrick. Ok. Voilà. Si tu pouvais donner un seul conseil à un jeune qui voulait se lancer en botanique, qu'est-ce que tu lui donnerais en horticulture, dans ce milieu-là? Un conseil, sois passionné et tu y arriveras. Mais sois patient et courageux. Ouais, il faut être patient quand même pour voir Il faut être déjà patient juste. et courageux et il faut accepter de prendre du temps pour ce qu'on veut faire. Et ça va aller. Je pense qu'il y a... quand moi j'ai commencé à aujourd'hui les jeunes que je suis sur le réseau, mais pas que, il y a un jeune que je suis qui vient d'être médaillé d'or aux nationaux, aux meilleurs apprentis de France, la même chose que moi, mais maintenant. L'avenir pour le monde du végétal, il va être vraiment trop bien, je pense. Ouais, tu penses? Ça va être hyper excitant parce qu'en fait, bon, très triste. Parce que changement climatique, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, des choses qu'on ne pourra plus planter. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des choses qu'on peut planter maintenant qu'on ne pouvait pas avant. Et c'est un peu quand même foncé, quoi. Moi, j'en ai marre de voir les espaces verts avec que les mêmes essences végétales. On s'emmerde. C'est clair. Changer, arrêter de faire des alignements de haies monospécifiques, c'est terminé. Et les jeunes le savent. Donc que ce soit du paysage ou de l'horticulture, les gens produisent plus la même chose, plus de la même façon. Et les jeunes, allez-y, quoi. Enfin, vraiment, donnez-vous les moyens d'y arriver. Ouais, il faut innover, quoi, là. Il faut innover. Vous avez tout à apporter au monde et au futur des espaces verts, mais généraux, intérieurs comme extérieurs, de France et de partout ailleurs. Foncez, quoi. On s'emmerde. Il faut changer les choses. Et ça commence. J'en vois plein des jeunes qui veulent changer. Les haies qu'on voit là au bord du parc de Thuya, mais ça suffit, c'est terminé. Je veux plus voir ça. C'est clair. Les buis, j'en veux plus. C'est Il y en a clair. qui continuent d'en mettre. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut s'adapter au nouveau climat. C'est comme ça. Il est là, on va tout faire pour que ça se ralentisse, mais il est là, donc on va tout faire pour s'adapter. Et aujourd'hui, il faut planter plus de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ans, même il y a 10 ans, hein, si on ne revient pas si loin.
c'est hyper intéressant. Vous avez tout. Les jeunes, ils ont tout à apporter. J'ai que 26 ans, hein, je me considère encore comme jeune. Mais faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. Le nouveau paysage, la nouvelle horticulture de demain promet d'être extraordinaire. On plante des choses aujourd'hui. Il y a des avocats en plein cœur de Lyon. C'est triste aussi. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des essences végétales qu'on peut trouver maintenant avec de la curiosité. Les meilleurs horticulteurs pépiniéristes que je connais, c'est parce qu'ils sont allés chercher des trucs que personne ne vend. Qui, même, on aurait pu planter il y a longtemps, mais voilà. Curiosité, volonté, courage, et ça va aller, hein, D'accord. je pense. Merci beaucoup Pierre. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre un peu? Alors, on en a parlé un petit peu, mais Sur Instagram, sur Instagram, Pierre le Jardinier ou Pierre Fortune, bon, ça dépend. Sur YouTube, ouais, où Pierre tu le postes Jardinier tes aussi, où je mets des voyages. vidéos de voyage et quelques réels. Et TikTok, mais bon... Moi, remarque, j'ai fait un gros buzz sur TikTok, parce que j'ai fait la vidéo où je marchais sur le nénuphar géant. Ah oui, Comme quoi, bon, c'est pas les trucs les plus intéressants qui marchent. exactement. Mais TikTok aussi, je fais que reposter en fait les réels d'Instagram. Mais principalement Instagram, Facebook et YouTube. Ouais. Ok. Merci beaucoup Pierre, j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de le faire. Avec plaisir, merci à toi.